Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes encore au rendez-vous pour vous présenter notre lecture de l'actualité et des événements qui font bouger le Bénin. On parlera santé publique. Le Bénin envisage l'avenir avec un ambitieux programme de supplémentation nutritionnelle pour les 1000 premiers jours des nouveau-nés. Une initiative d'envergure qui place notre pays au cœur d'une conférence internationale sur la nutrition dont nous allons vous faire écho. Nous allons parler d'un autre défi de santé, mais plus silencieux, celui-là, il s'agit de la dépression. Comment en reconnaître les premiers symptômes et surtout apprendre à briser le silence autour de ce mal souvent insidieux et invisible. On suivra Madame Santé. À la une également, un rendez-vous glamour et culturel, le FESMA, Festival international de la mode et du mannequinat africain. Cotonou sera la vitrine de la créativité africaine. Stylistes et mannequins célèbrent l'identité et le savoir-faire du continent. C'est à la une et Patrick Jossou nous en parle. Enfin, nous allons poser un regard sur nos usages numériques, les réseaux sociaux, espaces de liberté, mais aussi terrain de dérive. Comment les utiliser avec intelligence et responsabilité? Marvin nous propose une chronique sur le sujet. Bienvenue sur Bonjour le Bénin, tout de suite et maintenant. Le premier grand format de l'actualité sur Bénin TV, c'est avec Génial Afouda Mossi Agoka. Génial, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, et vous-même? Ça va, merci. On termine la semaine en beauté. Oui, vous en bleu, moi en rose. N'est-ce pas? Le mariage, il est parfait. Parfait. Vous avez encore beaucoup de force? Oui, oui, on a oui. pu... On va modérer un peu, mais bon, ça va le faire. Ça va le faire? Allez, on y va. D'accord, allez-y, génial. Allez, madame, monsieur, bonjour. Question, cette décision va-t-elle sonner le glas des drames sur les routes? Le communiqué est rendu public depuis le 23 septembre dernier. Les véhicules du Grand Nokoué dont le poids total excède 10 tonnes vont désormais être soumis à des mesures qui fixent leurs itinéraires et heures de circulation obligatoires. Le ministre du Cadre de vie était face à la presse hier en compagnie du porte-parole du gouvernement. Pour plus de précisions, on les suit. Dans les villes où les choses sont organisées, les camions poids lourds circulent sur ce qu'on appelle les voies primaires, sur ce qu'on appelle les voies secondaires, pas sur les voies de desserte. Ces camions amènent la marchandise jusqu'à des points de rupture de charge, comme on dit, et c'est avec des camionnettes plus légères, avec des véhicules plus légers, qu'on fait le rapprochement des marchandises entre ces camions-là, aux porteurs et les différents entrepôts. Et c'est ce que le gouvernement a décidé de faire maintenant en installant à la périphérie du Grand Nokoué le pôle logistique. C'est pourquoi à côté du marché de Beau, il se construit un pôle logistique qui va abriter à la fois des entrepôts publics appartenant au gouvernement, à l'État et au port autonome de Cotonou, mais offrant également la possibilité à des privés qui veulent développer l'activité d'entreposage de pouvoir obtenir la possibilité de construire et de gérer des entrepôts. L'objectif principal est de protéger les infrastructures que nous faisons à grands frais, de les rendre résilientes et de permettre qu'elles durent le plus longtemps possible. Donc c'est à la fois pour protéger nos infrastructures, pour protéger les citoyens qui circulent à l'extérieur. Et les camionneurs savent, ils ont 3 mois par ailleurs pour se préparer et s'habituer au respect de cet itinéraire. Il y a un communiqué qui va passer régulièrement. S'il y a des structures faîtières de transporteurs, les responsables du ministère du Cadre de vie et des Transports les rencontreront pour leur expliquer l'esprit, afin que, à partir du 1er janvier 2026, effectivement, toutes les dispositions de ce décret entrent en vigueur et que les sanctions subséquentes soient appliquées aux contrevenants le cas échéant. Situé au cœur de la commune d'Abomey-Calavi, l'espace culturel Le Centre a accueilli un visiteur de marque. L'ambassadrice de France près le Bénin s'y est rendue pour découvrir ses multiples facettes. Sientish Kenkpon et Jacob Tocheridou pour les détails. Musée, bibliothèque, espace d'animation et ateliers pratiques pour enfants. Autant d'attractions qui font de l'espace culturel Le Centre un véritable carrefour de savoir et de culture.
Guidée à travers les différents compartiments, la diplomate française apprécie l'originalité de ce lieu. Alors, ce que j'ai vu, le centre, qui est beaucoup plus grand que je l'imaginais, qui n'est pas qu'un centre culturel, mais aussi un centre éducatif, avec une bibliothèque, avec un apprentissage à la lecture pour les enfants, et puis le musée de la Récade, qui est tout sauf petit. Cette visite de courtoisie vient renforcer les liens de coopération culturelle entre la France et le Bénin. Un seul enjeu au cœur de cette action, la promotion de la culture comme vecteur d'épanouissement et de rapprochement des peuples. Dans ce musée, on peut découvrir les récades traditionnelles authentiques. On peut découvrir aussi les sables d'Amazon et autres objets de culte. L'activité de tout à l'heure que l'ambassadrice a visité, des livres en partage, c'est une activité qui consiste à donner de l'appétence littéraire aux écoliers. Et c'est important de le dire, et les écoliers viennent gratuitement, ils ne payent rien du tout. Et en termes de chiffres, on pourra dire qu'on est entre 80 et 200 enfants. En 2024, l'ambassade de la France a appuyé cette activité-là. Cette visite de courtoisie vient renforcer les liens de coopération culturelle entre la France et le Bénin. Un seul enjeu au cœur de cette action, la promotion de la culture comme vecteur d'épanouissement et de rapprochement des peuples. Direction les collines, les adhésions au parti Union progressiste, le renouveau s'enchaîne dans ce département, plus précisément à Bantais. Les responsables de la section communale du parti ont accueilli de nouveaux membres. La cérémonie d'adhésion s'est déroulée à Akpassi sous le regard de Pierrette Adan-Yossi et Kadnel Kapo. La casquette, symbole de l'Union progressiste. L'adhésion est ainsi actée. Le nouvel adhérent et sa suite se disent séduits par les nombreuses réformes entreprises par le gouvernement et des idéaux que défend le parti Union progressiste Le Renouveau. Laurent Aguin, ex-militant influent du parti Les démocrates d'Akpassi et ses pairs se rallient désormais à la grande famille du Baobab coiffée par l'arc-en-ciel pour la suite de leur combat politique. Vu les réalisations du président de la République, son Excellence Patrice Talon, dans notre arrondissement du barrage d'eau, les réaménagements des voies d'accès vers nos champs, l'accès à l'eau potable, à travers la construction d'un château d'eau en cours, l'expansion du réseau électrique et l'accès à l'obtention des compteurs électriques à bas prix. En plus de cela, les producteurs de cagou ont bénéficié du nettoyage de leurs plantations gratuites. Au vu de toutes ces réalisations, nous, membres influents du parti Les démocrates d'Akpassi, avons décidé de rejoindre le plus grand parti du Bénin, l'Union progressiste Le Renouveau. La maison Union progressiste Le Renouveau de la commune de Bantais vous accueille à bras ouverts. La main dans la main, nous allons travailler. Dès que vous allez sortir d'ici, ils vont dire pourquoi c'est là où vous êtes allés. Dites-leur que désormais, vous allez faire la politique de développement. C'est pour cela que vous êtes venus à l'Union progressiste Le Renouveau. Le combat politique, Laurent Aguin et ses pairs vont désormais le mener au sein de l'Union progressiste Le Renouveau pour l'atteinte des objectifs du parti à la veille des élections générales de 2026. Pendant ce temps, d'autres militants progressistes de Bantais réaffirment leur soutien au duo présidentiel Wadaïn Talata pour le compte de la présidentielle de 2026. Les militants et responsables de la section locale du parti se sont retrouvés pour afficher leur soutien à ce duo qu'ils estiment porteur d'espoir et de stabilité pour l'avenir du pays. Nous, militants de l'Union progressiste Le Renouveau, réunis à Oyola, à Bantais, à travers toutes les cellules de base, sans exception, ainsi que les sous-sessions et les sessions, exprimons notre entière satisfaction et soutenons fermement dans la concorde et la discipline librement consentie le choix unique et consensuel du duo présidentiel 2026 Wadaï Talata.
les partis BR et UP se sont mis ensemble parce que la loi leur permet de désigner en leur sein ou de regarder quelqu'un qui partage les idéaux de leur parti et le choisir comme candidat. Nous devons faire le combat de sortir notre commune de tous les maux qui la ruinent, qui la dérangent, qui la perturbent. Nous avons décidé de mettre tout en œuvre pour que les mauvais noms qu'on nous colle soient enlevés à partir des prochaines élections générales. Pantez dans le Adassa, la section communale de l'UPR, a elle aussi officialisé son soutien au duo Wadaï Talata. Ses membres l'ont fait savoir à la faveur d'une déclaration dans la cité de Ogbo Idacha. On regarde. Ce duo Wadaï Talata respecte non seulement la Constitution et le code électoral, mais incarne aussi l'équilibre, la complémentarité et l'efficacité. Chers camarades, jeunes de la 9e circonscription et de la commune de Dassa-Zoumé, ce choix nous interpelle. Il est un rappel à croire en nous-mêmes, à nous mobiliser, à nous engager et à prendre toute notre place dans la construction du Bénin. C'est pourquoi nous, militants de l'Union progressiste Le Renouveau, réunis dans nos cellules de base, nos sous-sections et la section, affirmons notre entière satisfaction et soutenons fermement, dans la discipline et l'unité, ce choix consensuel. Dans la 9e circonscription électorale, nous restons debout. Nous restons fidèles à nos idéaux et nous restons attachés à l'Union progressiste Le Renouveau, quelles que soient les raisons que chacun de nous peut avoir. Et nous avons toujours déterminé les résultats des élections dans ce pays. Et quand on a regardé les élections en 2021, nous savons que c'est les collines qui ont départagé. En 2016, les collines ont départagé. Et je pense qu'en 2026, nous allons fortement départager pour qu'au finish, on sache que nous sommes là et qu'on nous reconnaisse donc nos efforts. Autre registre, la tournée nationale d'impréhension des populations sur les lois de 2021 se poursuit. Après plusieurs communes, c'est Comin qui a accueilli le CES pour sensibiliser sur la répression des violences basées sur le genre et la santé sexuelle et reproductive. Ernest Tegou et Ulvaeus Balogun. Le Conseil économique et social poursuit sa mission d'imprégnation des lois 2021-11 et 2021-12. Deux textes majeurs qui répriment les infractions commises à raison du sexe des personnes et qui encadrent la santé sexuelle et reproductive en République du Bénin. Avoir accès à une information claire, à des soins de qualité et des services de santé qui respectent notre autonomie corporelle est un droit fondamental. Ces lois, d'une importance capitale, renforcent la protection des femmes et sensibilisent sur des enjeux essentiels de santé. Je voudrais saluer votre engagement à renforcer la capacité de nos populations, à jeter de la lumière là où l'obscurité a longtemps régné, et vivement que nos populations à la base puissent s'enrichir davantage afin de renforcer nos sociétés pour que le développement engagé depuis le sommet puisse venir jusqu'à la base. Nul n'est donc censé ignorer la loi et personne ne devrait subir de violence, quels que soient ses actes ou son genre. En effet, rendant accessible l'information juste, fiable et de source sûre, le Conseil économique et social participe ainsi à assurer la compréhension mutuelle, à anticiper les malentendus et à prévenir les conflits potentiels qui pourrait naître d'une perception erronée de la réalité. Notre approche au Conseil économique et social relève d'un appel à la solidarité, à l'engagement de tout un chacun pour un Bénin plus juste, plus paisible et plus sain pour tous. Avec Comin, le Conseil économique et social franchit une nouvelle étape de sa mission nationale. Cap, désormais, dans les départements du nord du pays.
Fin d'aventure pour les Guépards U17 du Bénin, battus d'abord par le Burkina Faso, puis sèchement dominé par le Nigeria. Les cadets béninois quittent le tournoi UFOAB, une compétition marquée par des erreurs défensives et un manque de réalisme offensif. Retour ici sur ce dernier match face au Nigeria avec Edmond Hungbo et Fifame Atalidi Okoundé. À peine 3 minutes de jeu, coup de tonnerre. L'arbitre accorde un pénalty au Nigeria. Sans trembler, Georges Chimaobi-Aga le transforme et lance parfaitement les Nigérians dans la partie. Et à la 5e minute, un nouveau coup dur pour le Bénin. L'arbitre siffle un coup franc pour le Nigeria. Un coup franc bien placé par David Ugochukwu qui permet au Nigeria de doubler la mise. Les Guépards U17 vivent un début de match cauchemardesque. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour le Bénin. À la 14e minute, les Guépards encaissent un 3e but marqué par Georges Chimaobi qui inscrit ainsi un doublé dans cette partie. À la demi-heure de jeu, sur un long ballon dans le camp béninois, la sortie du gardien et la confusion de la défense béninoise mettent à nouveau les Guépards cadets en difficulté. Georges Chimaobi-Aga profite d'un nouveau mouvement collectif pour inscrire un triplé et porte le score à 4-0 en faveur du Nigeria. Le Bénin peine à retrouver ses repères. Les occasions sont rares et mal exploitées. Mais dans le temps additionnel de la première période, les Guépards parviennent enfin à sauver l'honneur. Un but inscrit par le capitaine Jérémy Zanou qui réduit le score à 4-1. Ce sursaut ne suffira pas pour inverser la tendance en deuxième partie. On a vu quand même en seconde partie où on a pressé. Le but n'est pas arrivé. Donc on tire les leçons, on apprend et on continue à avancer. On sent de la détermination, de l'envie de produire du bon match pour essayer de tirer son épingle du jeu. Mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour qu'on ne tienne pas face à ces deux équipes? Franchement, je ne saurais le dire. Il y a une certaine expérience qui leur manque. Nous devons, à tous les niveaux, prendre à cœur le championnat des catégories d'âge. Et le Bénin signe ainsi sa sortie de ce tournoi U17 UFOAB qualificatif pour la CAN des moins de 17 ans. Des erreurs ont été commises et de ces erreurs sans doute vont apprendre ces jeunes cadets pour se perfectionner pour les compétitions à venir. On espère que vous avez apprécié. Très bon week-end à toutes et à tous. Merci, génial. Je vous souhaite très bon week-end aussi. Merci, on va souffler un petit peu. Bien sûr, j'espère qu'à la descente, vous allez prendre en charge l'équipe de BLV pour le petit déjeuner. D'accord. D'accord, donc apprêtez... Quand vous le dites, on n'a pas le choix. Apprêtez les munitions. Ah oui. D'accord. Et votre carte de crédit aussi, si les munitions. C'est surtout à ça que je songe là. D'accord. Allez, bonne journée à vous. Bonjour, le Bénin va se poursuivre avec tout de suite et maintenant, Instant Politique. Vous l'avez suivi tout à l'heure dans le journal, dans le Grand Nokoué, les mastodontes de la route n'auront bientôt plus le champ libre, poids lourd, poids des nuisances. La circulation des camions de plus de 10 tonnes sera désormais encadrée par le décret numéro 2025-508 du 3 septembre 2025. Une décision prise par le gouvernement pour mettre fin à une réalité devenue insoutenable. Routes dégradées à grande vitesse, trottoirs affaissés, caniveaux éventrés, sans oublier les drames humains liés aux accidents. À compter du 1er janvier 2026, donc, ces véhicules devront se plier à des itinéraires précis et ne circuler que de nuit entre 23h et 6h du matin. Une mesure forte qui vise à concilier mobilité économique et cadre de vie durable. Mais derrière ce choix, de nombreuses questions surgissent. Quels impacts pour les transporteurs? Comment assurer un contrôle effectif et surtout, comment faire cohabiter impératifs économiques et exigences
de sécurité publique. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de Bonjour le Bénin, M. Georges Adagonou. Il est le responsable communication et coopération du Centre national de sécurité routière. Bonjour et bienvenue. Bonjour Moine, bonjour aux téléspectateurs. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de BLB pour décortiquer cette actualité liée justement aux gros porteurs. Est-ce que le CNSR a été justement associé à l'élaboration de cette décision? Absolument, vous avez suivi le communiqué à parler des infrastructures de sécurité routière. Donc, lorsqu'on construit la route, il y a un certain nombre d'infrastructures qu'il faut, des équipements de sécurité routière qui accompagnent la route. Et ces équipements de sécurité routière sont finalement ce qui permet de circuler librement sur les routes et de circuler avec sécurité en fait, en toute sécurité. Donc ce qui se passe dans notre pays doit appeler la vigilance des autorités. Et comme moi je le dis souvent, la vie c'est une réglementation. Il ne faut pas laisser libre cours. Et donc il faut réglementer. Et le communiqué qui est venu vient vraiment régler ce problème. Et il faut le dire, la sécurité routière tient à cœur nos responsables au plus haut niveau. Je ne peux pas vous dire combien de réunions le chef de l'État a déjà convoqué ces derniers temps-ci pour parler de la sécurité routière, parce qu'il sait que ce qui se passe dans notre pays mérite d'être réglementé et d'avoir des résultats probants. Et quel constat concret relevé par vos services justement ont montré l'urgence de réguler la circulation de ce type de véhicules? Merci. Il y a la destruction des infrastructures de sécurité routière, la destruction des équipements que le gouvernement installe, l'État installe à chaque fois qu'on construit une route. Une route ne va pas sans les signalisations. Les signalisations verticales, les signalisations horizontales, la route ne va pas sans ça. Parce que comme nous le disons, la route parle avec l'usager. Vous devez parler avec la route. Parler avec la route, c'est savoir lire les signalisations et pouvoir les respecter. Mais vous remarquez dans notre pays qu'il n'y a pas un matin, vous prenez la route pour aller sans que vous tombez sur un de ces équipements de sécurité routière fauché, détruit, cassé. Donc ça, ou bien parfois, quand même la circulation est là, la signalisation est là, le panneau est là, quelqu'un peut venir afficher là-dessus ce qu'il veut. Toutes ces choses-là sont interdites par la loi. Mais parce qu'on ne réagit pas, parce qu'on ne dit rien, les gens se croient tout permis. Et donc, ce constat, ce n'est pas aujourd'hui. Nous avons essayé de lutter contre ça. Nous avions même, à un moment donné, pris des arrêtés pour dire ceux qui détruisent vont garder. Mais le gouvernement... Vont réparer, excusez-moi. Et le gouvernement se doit de prendre des précautions. Il ne faut ne pas éduquer les gens, les laisser aller détruire avant de chercher à réparer. Parce que quand on détruit, la réparation prend du temps. Dans tous les sens. Dans tous les sens. C'est pour ça que le gouvernement a trouvé l'occasion, a choisi vraiment l'occasion de pouvoir renforcer, parce que n'oubliez pas qu'il existait un arrêté qui réglementait la circulation des poids lourds dans Cotonou, où vous ne devez pas rentrer dans la ville avant 8h30. Mais combien de fois vous ne voyez pas à 7h, à 8h, des camions en train de circuler sur la route? Ça donne du travail à la police, et c'est pourquoi le communiqué a été précis là-dessus, pour dire que la police sera appelée à surveiller et à sanctionner les contrevenants. Et puis, on évoque aussi des accidents fréquents impliquant des poids lourds. Est-ce que vous avez des chiffres ou des exemples récents qui illustrent ce risque pour les usagers? Et il n'est pas rare, par exemple, de trouver un accident grave au sein des agglomérations. Nous parlons d'agglomération parce qu'en agglomération, la vitesse est limitée. La vitesse est limitée à 50 km/h. Et sur des voies précises, par exemple, qui passent devant les écoles, le préfet a pris des arrêtés pour les limiter à 30 km/h. Mais vous allez trouver un accident grave où peut-être une moto est coincée sous un camion. Regardez quand vous êtes au niveau des carrefours, vous allez voir des camions arriver à vive allure et en train de klaxonner, autrement dit, séparer, quitter la route, sinon je vais vous tuer. Donc ces accidents sont fréquents. C'est vrai que j'ai pas de chiffres précis à vous donner. Et parce qu'en sécurité routière, nous ne communiquons pas les chiffres sans précision. Je n'ai pas de chiffres précis à vous donner, mais la lutte, le constat que nous faisons, c'est que régulièrement, dans le Grand Nokoué, il y a des accidents graves. C'est vrai, pas aussi spectaculaires comme ce qu'on a remarqué ces temps-ci sur certains tronçons, mais il y a des accidents qu'on pouvait éviter lorsqu'on aurait réglementé la circulation de tous les véhicules dans le Grand Nokoué, et c'est ce que le gouvernement vient de faire. Alors, 3 itinéraires ont été définis. Pourquoi ces choix selon vous? Vous savez, quand on construit les routes, elles n'ont pas toutes la même gabarit.
Une route principale ou une route secondaire, ce n'est pas une route qui passe dans une rue, par exemple, dans une petite rue pour desservir, pour améliorer. Ce n'est pas la même rue. Donc, le gouvernement a choisi les routes qui sont de gabarit à pouvoir supporter certains poids. C'est ces routes-là que le gouvernement a réservées pour ces poids lourds. En sachant que si les gens respectent ces routes, eh bien, on pourront durer un certain temps. Parce qu'en fait, la construction d'une route, c'est un grand investissement. C'est un grand investissement pour l'État. Et pourquoi investir et ne pas prendre soin de ça, ne pas entretenir cela et ne pas faire en sorte que ça puisse durer le temps qu'il faut avant que la route se dégrade. Et donc, quelqu'un qui est en train de faire cette politique de construction des infrastructures, comme le gouvernement actuel le fait, doit prendre des dispositions pour que ces routes-là puissent durer longtemps. Donc, c'est pourquoi ces itinéraires, quand vous les voyez, vous allez voir que c'est des routes, vraiment des routes principales qui sont concernées et que les camionneurs sont autorisés à utiliser ces routes-là. Et comme on l'a dit, entre 23h et 6h du matin, c'est l'heure à laquelle les gens ne sont pas encore prêts pour aller au boulot. Les gens sont en train de dormir et les camions pourront circuler librement. Et ce qui est... Librement, pas à volo, hein, pas non plus en étant des bips ou des trompes la mort. Vous d'abord, même si c'est à 23h, vous devez respecter les prescriptions routières. Vous devez respecter la vitesse autorisée. Et même en matière de chargement, vous devez respecter aussi ce qui est autorisé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas qu'on puisse faire tout ce qu'on veut, partout où on veut. Je l'ai dit tout à l'heure, la vie a une réglementation et le gouvernement se doit de réglementer cela. Et donc, moi, ce que j'ai aimé, ce qui est bien et qui est pédagogique dans ce communiqué, c'est qu'on a dit ça ne commence que dans le 1er janvier 2026 et le gouvernement a pris des dispositions. Parce que le gouvernement a parlé le ministre a bien expliqué tout à l'heure que les véhicules de moins de 10 tonnes, c'est des véhicules qui sont autorisés à aller dans les entrepôts. Et le gouvernement a construit, vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement a construit des entrepôts à Caravi, sur la voie pavée, le marché de gros, là-bas. Il y a plein des la route bitumée maintenant. Hein. Pardon? La route bitumée maintenant. Un gabarit qui permet à ces gros camions de circuler. Et donc, il y a ces entrepôts-là qui sont là-bas. Donc, le système serait que les gros porteurs vont amener les marchandises dans ces entrepôts et ce serait maintenant aux véhicules de moins de 10 tonnes d'aller les chercher et d'aller les livrer directement derrière les magasins, dans les magasins du moins. Ça se fait dans beaucoup de pays et c'est ce que le gouvernement vient de faire. Donc, les gens ont 3 mois pour aller louer leur entrepôt, pour faire les formalités administratives et tout, et savoir où est-ce qu'ils vont déposer leurs marchandises pour que finalement ça soit livré aux détaillants dans la journée. Alors une réforme aussi importante, on le sait, ne peut réussir sans l'adhésion des transporteurs. Quelles actions sont menées justement dans le sens de les amener à comprendre ou à cerner le bien fondé de la mesure? Vous savez, au ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable, nous travaillons étroitement avec les fêtières, les transporteurs. Nous ne prenons pas de décision sans les rencontrer, sans discuter avec eux et parfois même partir sur le terrain avec eux pour la sensibilisation. Vous voyez, c'est ce que nous faisons et donc nous essayons de leur expliquer que plus les routes vont durer et c'est dans l'intérêt de tout le monde, dans leur intérêt, dans notre intérêt aussi. Parce qu'un camion qui prend ses marchandises, qui doit livrer le lendemain et qui tombe en panne parce qu'en temps la route il y avait des crevasses sur la route et tout, ça pose problème d'abord à ceux qui vont recevoir les marchandises, ça pose problème aux propriétaires de camions et c'est pour ça que nous pensons qu'il est nécessaire que chacun d'entre nous puisse entretenir, prendre soin des routes et savoir, et prendre soin des routes, c'est respecter les signalisations, c'est respecter les équipements de sécurité routière qui sont plantés le long des routes pour faciliter la situation. Donc, les transporteurs et nous travaillons main dans la main. Nous allons continuer encore les 3 mois que le gouvernement a donné avant l'entrée en vigueur. Nous allons continuer de travailler avec eux pour que s'ils ont des difficultés pour avoir d'entrepôts ou bien les propriétaires, les commerçants, c'est d'abord eux qu'il faut voir derrière parce que c'est eux qui donnent les marchandises, c'est eux qui sont les marchandises, que les gens puissent avoir leur entrepôt et se conformer à la prescription. C'est très important. Comment leur expliquer que ce n'est pas une mesure punitive à leur rencontre? Non, chercher à avoir des infrastructures qui répondent aux normes, c'est au contraire en leur avantage. C'est vrai, hier, quelqu'un me disait, ça va peser sur l'économie. Non. Vous savez, ceux qui se lèvent le matin tôt,
pour aller au boulot. C'est pour faire tourner l'économie aussi. Et si un temps il est fauché par un camion, c'est aussi là un problème économique. Tout ce qu'on veut, c'est que désormais, les véhicules de moins de 10 tonnes auront la priorité pour aller chercher ce que les grands camions, les gros porteurs ont amené dans les entrepôts. Et effectivement, aussi quand les entrepôts sont construits, ils pouvoir l'utiliser. C'est pour ça que le gouvernement, c'est que maintenant que j'ai mis l'infrastructure qu'il faut, les équipements qu'il faut à la disposition des transporteurs, eh bien, je peux leur dire maintenant, voilà la réglementation que nous allons utiliser pour pouvoir garder aussi longtemps ces infrastructures qu'on est en train de nous construire. On sait que les poids lourds, évidemment, leur circulation est liée à l'économie et au commerce. Comment justement concilier sécurité routière et activité économique? D'abord, on est obligé de les concilier, sinon ça ne peut pas marcher. Et l'activité économique va encore tourner plus. Parce que ce que je vous dis, Aman, c'est que vous avez les entrepôts qui sont en dehors du Grand Nokoué. Vous irez là-bas déposer les marchandises. Ça veut dire que ceux qui ont les véhicules de moins de 10 tonnes aussi, d'abord ça va se multiplier et ça va permettre d'aller chercher ces marchandises et de les amener pour que le gros porteur ne soit pas obligé d'entrer, de gêner la circulation en pleine ville, en pleine journée, ou au moment où les gens sont en train de circuler, le moment de grand trafic. Et c'est pour ça que c'est une mesure qui arrange et qui doit faire fonctionner d'ailleurs l'économie. Le gouvernement a le souci d'avoir une économie solide, et une économie solide, d'accord? Et une économie qui suit le développement que nous sommes en train d'observer depuis un certain temps. Donc, cette décision concilie les deux, c'est-à-dire la vie économique et la sécurité aussi des hommes. Lorsque nous allons respecter, et c'est ce que je vous disais, si on n'a pas mis en place les équipements qu'il fallait, on ne peut pas demander aux transporteurs de respecter certaines règles. Aujourd'hui que les entrepôts sont construits, sont là-bas, il faut les utiliser. Donc, il faut aller déposer les marchandises au niveau des entrepôts et les camions dont je vous ai parlé, moins de 10 tonnes, vont faire la suite. C'est juste qu'on dit, vous entrez plus dans la ville à partir de telle heure, mais ceux qui, les petits gabarits, peuvent aller chercher les marchandises et les amener. Donc la vie va continuer dans ce sens-là. C'est seulement qu'on ne veut plus voir de gros porteurs dans la ville au moment où la ville est animée et que les petits usagers, les autres usagers, effectivement, sont en train de circuler. Vous savez que cette difficulté, nous l'avons tout le temps. Nous qui vous devez aller au boulot à 8 heures ou bien à 7 heures, vous avez quitté, vous avez les gros camions qui circulent, ça pose de problèmes. Et il faut réglementer cela. C'est ce que le gouvernement vient de faire. Au-delà de cette mesure, quelles sont les autres pistes qu'au niveau du CNSR, vous êtes en train d'explorer pour rendre la circulation plus sûre et plus fluide dans le Grand Nokoué? Oui, non, mais le Grand Nokoué a des programmes bien précis. Il y a un projet qu'on appelle Sésame, qui doit permettre de rendre la circulation plus facile et d'assurer les routes et d'envoyer tous les équipements qu'il faut pour pouvoir avoir une circulation saine dans le Grand Nokoué. Ces projets-là existent et lorsque ces projets-là vont prendre corps, eh bien tout le monde va constater que les dispositions sont prises. Mais ce qui est important, c'est de rappeler aux usagers de la route tous les jours, tous les matins, que vous devez être conscient que vous avez une machine, vous êtes au volant d'une machine et que vous devez respecter les prescriptions routières. Ça, c'est tous les jours que nous nous rappelons cela, parce que ça rentre dans la vie de tous les jours aussi. Donc, ajouter à cela la décision que le gouvernement prend régulièrement pour pouvoir réglementer cela. Il y a la lettre électronique de voiture qu'on a parlé la dernière fois. C'est pour permettre de bien suivre les marchandises et c'est pour faciliter aussi la vie économique, tout ça. Georges Anangonou, merci. Merci à vous. Merci d'être passé sur Bonjour le Bénin. Donnez votre avis, bien sûr, sur cette note. À suivre dans les prochaines minutes, santé avec Yasmine Damata. On parlera de dépression. Juste après, on parlera évidemment de supplémentation nutritionnelle et de cette rencontre de haut niveau qu'accueille Cotonou. Tout ceci, c'est juste après la pause. On se retrouve dans un peu plus de 3 minutes. Bonjour le Bénin, bienvenue si vous venez tout juste à l'instant de nous rejoindre. La dépression, ce terme souvent murmuré, parfois stigmatisé, mais qui décrit pourtant une réalité silencieuse vécue par des millions de personnes à travers le monde. Ce n'est pas simplement une tristesse passagère ou un coup de fatigue, c'est un trouble profond, insidieux qui s'installe peu à peu et grignote la joie de vivre, l'énergie, l'élan vital. Reconnaître les premiers symptômes, c'est déjà ouvrir la porte vers la guérison. Ce
Ce matin, nous allons donc lever le voile sur ce mal souvent invisible pour apprendre ensemble à identifier les premiers signes. Parce qu'en parler, justement, c'est déjà une manière de combattre. N'est-ce pas, Yasmine? Bonjour. Bonjour, Rodrigue Amégan. Bonjour, fidèles téléspectateurs. Bonjour à André Alironou, notre invité de ce jour. Et oui, fidèles téléspectateurs, comme l'a si bien présenté Eman, aujourd'hui nous parlons de la dépression, ce tueur silencieux, j'ose le dire, puisque quand on est dépressif, on ne parle pas. On garde tout en soi et ça finit par vous détruire. Pour en voir plus les signes, nous sommes avec notre psychologue qui va un peu déjà nous expliquer en clair c'est quoi la dépression. Bonjour à nouveau, bonjour chers téléspectateurs, téléspectatrices. Dépression, on va sortir des termes théoriques de tous les jours. Entendez tout simplement, c'est vrai, le latin dit dépressio, on perd la pression, on descend. Donc, dans la pression, c'est rester debout, c'est ça? C'est pouvoir, l'élan vital, ce qui vous permet d'être vivant, de cette énergie, vous la perdez. Et donc, vous ne la perdez pas, ça ne chute pas brusquement. Donc, selon le degré de perte de votre énergie, vous êtes dépressif, donc à ce niveau-là. Alors, quand on perd la pression, pourquoi beaucoup se taisent, gardent tout en eux? Pourquoi ils ont peur? Ben, est-ce qu'ils ont peur? Parce que, quelque part, c'est lié aux causes même qui sous-tendent la dépression. Et ça fait qu'on se demande, est-ce que je suis malade? Est-ce que ce n'est pas une fatigue passagère? Est-ce que donc c'est est-ce que le temps passe et la dépression s'installe. Donc, quelque part, ce n'est pas la peur, mais c'est l'illusion de pouvoir s'en sortir tout seul. On va justement suivre la vie d'une dame qui nous a donné son témoignage quand elle a fait sa dépression, comment elle était. On l'écoute. Une dépression, c'est pas vraiment la joie. Quand mon enfant est né, je n'ai pas pu lui donner l'amour qu'il faut. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que ça continue, puisque je m'étais dit peut-être c'était peut-être à cause d'elle qu'il y avait peut-être ce problème. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'essaie de lui donner, de me corriger et tout. Bon, au début, je me disais peut-être c'était dû à la grossesse, dû au fait que j'étais plus avec le papa de l'enfant, puisque j'étais déjà à 3 mois de grossesse. Je faisais que pleurer, je ne comprenais plus ce qui m'arrivait. Donc, à force de tout le temps pleurer, j'ai commencé par ressentir de l'envie de prendre des trucs sucrés pour pouvoir combler un vide que je ressentais. Je prends ma moto, je suis en train de partir, je vais à un endroit T, je me retrouve peut-être à un endroit C. Parfois, l'essence finit de la moto, tu te rends compte, mais bon, là, je suis où? Tu demandes, on te dit peut-être tu es déjà proche de Sémé ou je ne sais pas trop. Oh, tu allais peut-être juste à côté, tu allais peut-être à Frites-Rosset. J'ai vraiment pris du poids et j'ai commencé par développer des complexes sur moi. Je ne peux pas porter telle chose parce que je suis grosse, ma main va sortir, mon bras et tout. Mais après, il a fallu que j'aille à l'hôpital. Le médecin m'a dit que j'étais en train de faire des crises d'anxiété. Ça voulait me faire me donner du souci, mais là, je me suis vite reprise et puis ça va. Il faut qu'il y ait des gens qui soient là pour lui donner de l'amour. Puisque si dans l'entourage, on te rappelle tout le temps, tu as tel problème, ou on te dit, tu es trop sensible, pourquoi à chaque fois tu pleures, on te fait tout le temps des remontances, ça ne t'aide pas. On voit donc que ça, c'est une dépression postpartum, c'est ça? Non, ou, même bien avant parce qu'elle est déjà à 3 mois, déjà pendant la grossesse, qu'elle faisait déjà sa dépression, parce qu'elle appelle son homme, l'a quitté, déjà à 3 mois de grossesse, donc elle ne se contrôlait plus. Docteur, vous voyez le témoin de cette dame, beaucoup de femmes vivent cette même situation, beaucoup d'hommes, je dirais également, vivent cette situation, ces personnes qui se murent dans le silence. Cela vous inspire quoi? Bien, déjà, il faut dire que c'est le propre de la dépression elle-même. Et nul n'est épargné. D'accord. La dépression, c'est cette maladie commune à nous tous. Et aujourd'hui, bon, j'évite de rentrer dans les comment dire, dans des théories, pour ne pas dire dans des chiffres, parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui se sont déclarés, on dirait que c'est une maladie qu'on a fait, au moins une personne sur 2 au monde a déjà fait ça. Ah oui? Oui.
qu'on est. Tout à l'heure, quand je vais peut-être donner les signes, vous allez voir que vous l'aviez déjà fait. Alors, citez-nous les signes. Oui. Il faut pas... C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres petites affections comme ça autour qui ont pratiquement les mêmes signes. La dépression a cette caractéristique d'être un ensemble de signes pour une autre maladie, comme elle-même est entièrement une autre maladie. Voici quelque chose qui s'installe dans votre vie par la fatigue, par l'insomnie, par la nonchalance, la perte d'envie de faire quelque chose. Aujourd'hui, j'ai envie de traîner un peu au lit. J'ai pas d'appétit, j'ai pas envie de réfléchir. Bon, il me manque d'argent, d'accord. Votre quotidien est la cause. Donc, tout de suite, on ne voit pas ça comme une maladie. Et surtout dans notre contexte socio-culturel, c'est quand ça perdure qu'on commence tout de suite par dire est-ce que c'est pas quelqu'un qui m'en veut? Est-ce que c'est pas? Donc, on ne cherche pas tout de suite de l'aide. On pense qu'on a les ressources pour s'en sortir. Je suis fatigué. 3 jours, 4 jours, ça peut arriver. J'ai l'insomnie, peut-être parce que j'ai trop travaillé. Mais quand vous réunissez 5 de ces signes-là, simultanément pendant 15 jours, alors posez-vous la question de dire est-ce que je ne suis pas en train de faire une dépression? Ouais, mais alors, Yasmine, j'ai bien envie de savoir, monsieur Docteur Ali Ronou, apparemment, c'est un vœu pieux qu'on implore chez lui depuis le début de la semaine. Bon, écoutez, faites le doctorat et puis on passe à autre chose. Alors, disais-je, est-ce que quelque part, on est un peu fatigué, c'est pas un coup de blues? En quoi est-ce que le coup de blues, d'accord, ou peut-être un burn-out professionnel, est-il différent de la dépression? Il faut juste voir la durée de la dépression, la simultanéité des signes. Vous aurez accumulé 5 à 6 signes simultanément. Vous sentez la fatigue, vous avez l'insomnie, vous avez, ça peut être l'hypersomnie, vous avez les troubles alimentaires, vous avez la nonchalance, j'ai envie de dire, l'incapacité de pouvoir réfléchir, d'être productif, de rendre. Et vous avez, quand ça va peut-être un peu plus loin, vous êtes même dans votre physique, le physique, vous êtes ralenti. Marcher, aller à la douche, vous allez faire 45 minutes, 1 heure. Vous êtes en dilettante. Totalement. Et quand ça va plus loin, il arrive même que vous commencez par élaborer ou nourrir des idées noires. Et là, vous êtes dans une phase un peu plus profonde. Mais lorsque vous réunissez simultanément 5 à 6 de ces signes pendant 2 semaines, 14 jours, 15 jours, simultanément, sans interruption, c'est obligatoirement la dépression. Et quelles sont les conséquences quand on n'est pas pris en charge le plus tôt? C'est ce que j'allais dire. La dépression a cette particularité d'être la seule affection psychiatrique jusqu'ici guérissable. Je dis bien guérissable. C'est-à-dire, vous allez la faire une fois et lorsque vous êtes bien pris en charge, c'est comme si vous n'avez plus jamais fait ça. Parce qu'elle a la capacité, elle s'installe progressivement. Et donc, elle vous prévient. Et quand vous prenez conscience tout de suite des signes, vous prenez les dispositions et c'est parti. Il n'y a plus rien. Donc, comme conséquence, ça dépend du niveau de dépression. Ça dépend des sources sur lesquelles elle s'est appuyée. Si c'est juste votre travail qui est dans un certain rythme, qui vous met dans cette pression et que vous arrivez à trouver une certaine hygiène de vie, à la respecter, ça va vous permettre d'affronter rapidement. Mais si c'est une maladie sous-jacente, peut-être, dans le cas du reportage, c'est le deuil qui a débouché sur tout ça. La perte de son mari. Non, le monsieur n'est pas décédé, c'est qu'il a quitté. Une rupture. Une rupture. Voilà, c'est aussi le deuil. Comme le disent les jeunes dans leur jargon, c'est un goumen. C'est un goumen. en pleine grossesse. Voilà. Ah, c'est un goumen violent. Hein. Oui, de grossesse. Mais imaginez, Yasmine, goumen plus supplément burn-out. C'est le combo idéal pour un aller simple dans l'abîme, non? Et donc, vous aurez ce qu'on appelle dépression simple, c'est-à-dire les signes sont là et vous prenez conscience, vous avez conscience, vous sentez un peu comme un peu de gêne. Là, vous avez seul toute la capacité de vous en sortir. Là, c'est quelqu'un qui a avoué qu'il y a des problèmes, qu'il est fatigué, qu'il a des signes. Mais pour une personne qui ne parle pas, qui garde ça au fond de lui, tous les problèmes qu'il a, il garde au fond de lui, comme une femme qui est enceinte, qui
pendant sa grossesse, ses parents n'ont pas accueilli la nouvelle. Et quand ça ne va pas, il y a tout en elle. Comment elle peut s'en sortir? Voilà. Il y a forcément, la dépression va vous amener à appeler au secours. Pas de comportements non verbaux. Votre manière de faire. La difficulté là, j'allais en venir sur la prise en charge. La difficulté, c'est que, en même temps que votre comportement non verbal vous amène à donner des signaux autour de vous pour que les gens disent « Ah, attention Yasmine, il semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas », vous allez dire « Non, ça va ». Vous allez vous opposer à l'aide. Donc, il faut insister pour que vous puissiez vous ouvrir. Parce que là, la dépression, c'est que vous perdez confiance en vous. Et quand vous perdez confiance en vous, vous estimez qu'il n'y a personne autour qui vraiment me comprend et veut m'aider. Donc, vous allez accorder confiance à quelqu'un à qui vous êtes sûr qu'elle... Parce que dans l'élément, la dame a dit, quand on est dans la comparaison, on vous démotive, on vous plonge davantage, c'est pas quelque chose que le dépressif a envie d'attendre. Parce qu'il perd déjà confiance, il n'a pas l'énergie de vivre cela. Donc, il faut l'aider. Et donc, quand vous tombez sur quelqu'un qui arrive à trouver des mots pour vous remettre en confiance, pour dire, tu peux me faire confiance, parle-moi. Et c'est en ce moment que vous allez commencer par vous ouvrir. Mais la plupart du temps, on n'a pas confiance totalement. Et on est plongé dans l'illusion qu'on est capable de s'en sortir seul. Et l'autre chose que je disais tout à l'heure, si c'est après une maladie incurable, je dis n'importe quoi, un cancer, une tumeur, quelque chose, après ce diagnostic, que vous êtes dépressif, écoutez, vous n'êtes même pas sûr de vivre demain après-demain. Donc, vous n'avez aucun élan à pouvoir aller de l'avant. Maintenant, la dépression a cette forme-là qui est très grave. Souvent, c'est arrivé là qu'on constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et la forme grave n'est en rien différent d'une maladie, j'ai envie de dire, d'une psychose un peu plus profonde. Donc, vous allez être totalement inactif, improductif. Et comme elle l'a dit, perte d'orientation, perte de repère, vous allez parler seul, vous n'aurez plus, vous allez vous négliger, mais pas des cas pratiques. Déjà qu'on a ces signes, le fait de parler à une personne, est-ce que ça nous libère? Est-ce que ça, c'est une manière, parce qu'on dit, avouer qu'on a mal, parler, c'est se soigner déjà une fois, c'est guérir déjà une fois. Oui, la dépression se soigne. Si c'est la dépression, pure dépression, ça se soigne uniquement en psychologie. Par un accompagnement, une prise en charge psychologique. C'est quand d'autres affections sont ajoutées qu'on va faire appel à une prise en charge médicamenteuse. Et si il y a une dépression profonde qui a endommagé beaucoup de choses dans votre vie, peut-être l'insomnie est passée à un degré très élevé, c'est là qu'on va appeler à un accompagnement psychiatrique pour vous aider à vous relever un peu. Sinon, forcément, le diagnostic se fait en entretien. Est-ce que le chagrin d'amour, comme on le dit, est une cause sérieuse pour la dépression? Et oui, ça dépend de l'individu. Ça peut l'amener tout de suite en dépression parce que ça dépend de l'individu, de sa personnalité, mais aussi de son degré d'investissement dans cet amour. Et si malheureusement, il y a une autre cause à côté, par exemple, échec scolaire, chagrin, bon, le suicide n'est pas loin. Parce que l'une des conséquences aussi, c'est ça. Vous allez peut-être faire une maladie psychiatrique, perdre votre emploi, vous replier totalement sur vous-même ou tenter de vous suicider. Est-ce que devenir alcoolique, c'est également... Oui, ça fait partie. Alcoolique ou bien faire usage de substances psychoactives, c'est des moments d'aller parce que vous estimez que c'est cette substance-là, l'alcool ou autre, qui vous comprend mieux, et qui vous aide à... Et puis, dans le cadre professionnel, souvent, c'est le café. On confond burn-out et puis on veut se remonter, on prend le café et quand on va à la maison, on regarde les problèmes de la maison, bon, on est dans une dépression qui ne dit pas son nom, on se plonge davantage dans le travail, mais on est improductif et on prend encore et encore. Alors, Monsieur Alihonou André, je voudrais qu'on finisse par un exemple, pas un exemple, des conseils pratiques ou un message à l'endroit de ces téléspectateurs qui, à l'instant, font une dépression. La première chose à faire pour sortir d'une dépression, c'est d'en parler autour de soi. Je dis souvent aux clients, vous ne perdez rien à en parler
peu importe si la personne va utiliser mal. Vous gagnez forcément à dire ça ne va pas, j'ai besoin d'aide. Il faut commencer par là, en parler surtout à un professionnel. C'est la seule manière de sortir vraiment de sa dépression. Ah ben, Yasmine, il y a cet internaute qui disait un jour, je dis, je fais une dépression, tu me dis d'aller voir un psychologue et la consultation est à 100 000 francs. Tu es sûr que s'il y avait 100 000 francs, j'allais faire une dépression? 100 000 Yasmine, est-ce que vous êtes sûr que s'il avait 100 000 francs, il allait faire une dépression? C'est à 100 000 ne pas avoir l'argent, là où j'allais en venir, ne pas avoir l'argent aussi peut constituer un motif de dépression, non? Oui, j'ai dit votre quotidien. D'accord. Et quand on n'a pas l'argent, qu'on fait une dépression et qu'on me Comment réclame l'argent pour me faire soigner? Comment on va voir le on ne va spécialiste? pas vous réclamer l'argent pour vous faire soigner. Parce qu'on n'est pas venu parce que vous manquez d'argent. On est venu parce qu'on ne vous voit plus aimant, souriant, ambianceur. Et c'est à cela qu'on s'attaque. Et quand on va voir le spécialiste, la première consultation, elle est gratuite? Non. Donc, on a rajouté à la dépression. Tu viens voir le psychologue en dépression primaire et tu en reçois en dépression pas secondaire, chevronné. Non, ça dépend de vous. Le thérapeute est un être humain. Et donc, quand vous venez, tout se négocie. Est-ce qu'on peut se confier justement à des autorités morales, comme on les appelle, imams, pasteurs, prêtres, ou même des personnes proches de nous, parrains, marraines, des gens en qui on a confiance? Est-ce que cette personne peut faire le travail? Oui, les personnes, parents, frères, cousins, maris, conjoints, tous ceux-là peuvent faire le travail. Mais attention, ne s'initie pas dans une dépression extérieure, c'est-à-dire qui ne vous concerne pas, qui veut, c'est qui peut. Parce que ce que le dépressif veut, c'est qu'on soit là pour lui. Qu'on l'écoute. Qu'on l'écoute. Mais qu'on soit réellement là, dans la neutralité. Ça ne va pas biaiser notre relation plus tard. Quand Emmanuel il manque d'argent là, il devient dépressif. Ça c'est clair. Hein? Faut pas désormais commencer par regarder Emmanuel comme ça. Et ça ne doit rien changer entre la relation d'Emmanuel et André. Donc si vous voyez que j'ai pas le sourire, vous savez désormais quoi faire. Mais là, la solution, est-ce que de le faire, on l'envoie vers un médecin ou carrément on lui donne de l'argent? Vous voyez si vous pouvez. La solution est simple, Yasmine. Vous me voyez pas souriant. Non, lui donner de l'argent, c'est pas la solution. Parce que si vous lui donnez de l'argent qu'il en manque encore, vous allez encore en donner. Encore faire une autre dépression. Et il va vouloir plus. Donc c'est pas la solution. C'est de l'aider à pouvoir gérer tout ça. Mais ce que je dis souvent, quand c'est parents, quand c'est un proche, mesurez vous-même votre implication. Parce que vous pouvez, à vouloir aider le dépressif, devenir dépressif vous-même. Alors, ce sera vraiment pour finir parce que le temps imparti est totalement terminé. Il y a aussi que dans notre culture, dans notre société, dans notre sociologie, on n'a pas l'habitude d'aller voir un psy. On s'est perçu comme caprice de bourgeois. On te dit, écoute... On te traite de fou. Non, pas qu'on te traite de fou, mais allez, ce n'est pas un réflexe primaire d'aller voir un psy, se confier. On a vu lors de la Covid-19, dans d'autres pays, comment l'État central a mis en place des moyens, des dispositifs pour les personnes qui ne supportaient plus le rythme de confinement, de pouvoir se confier, de pouvoir parler. Mais ici, tellement on a l'impression qu'on a souffert que plus rien ne nous affecte. Il y a une application qui est disponible où quand vous avez fait une dépression, vous pouvez en parler. Oui. D'accord. On va revenir peut-être prochainement sur ça, sur ces solutions innovantes qui sont aujourd'hui en train d'être expérimentées pour combattre la dépression. Yasmine, merci. Merci, Emmanuel. Et je dirais aux téléspectateurs de ne pas oublier. Parler, c'est guérir une fois. D'accord. Parler, même si quand vous parlez beaucoup, vous agacez aussi les gens. On a aussi nos problèmes. Merci, M. Alironou. Merci. Vous passez une excellente journée. On continue par parler santé et cette fois-ci, on parle de supplémentation nutritionnelle. À tout de suite. Au Bénin, nourrir la vie commence désormais dès son premier souffle et même avant.
Avec l'ambitieux programme de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours, le pays compte donner à chaque enfant les chances de grandir fort et à chaque mère la possibilité de traverser la maternité en bonne santé. Et c'est autour justement de cette ambition que Cotonou s'apprête à accueillir une conférence internationale de haut niveau sur la nutrition, une tribune mondiale où le Bénin veut montrer l'exemple et partager son engagement, car améliorer la sécurité alimentaire, évidemment, c'est protéger la dignité, renforcer le développement et offrir aux générations le plus précieux des héritages. Il s'agit de la santé. Amandine Agnambosou, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, Eman Rodrigue Amégan. Vous êtes trop beau ce matin dans votre tenue. Merci, Amandine. Merci pour le compliment. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ce matin, nous allons parler de la nutrition et de la conférence internationale qu'accueille le Bénin. Et pour cela, je reçois ce matin M. Cyriaque Edon. Il est le directeur général des politiques de développement au ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Bonjour à vous, monsieur. Bonjour, madame la journaliste. À votre côté, il y a À votre côté, il y a le professeur Charles Jérôme Sosa. Il est le directeur de la nutrition à l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. Professeur, bonjour à vous. Bonjour madame, bonjour monsieur et madame. Bonjour professeur. Et je commence déjà par vous. Le Bénin met en œuvre depuis peu le programme de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste ce programme? Merci madame la journaliste. Brièvement, je dirais qu'au Bénin, tout est parti du fait que 9 enfants sur 10 n'ont pas une consommation alimentaire tant quantitative que qualitative attendue. 9 enfants de 6 mois à 23 mois ne mangent pas comme cela se doit pour pouvoir bien grandir. Or, dans cette période se forment les organes, depuis la conception, se forment les organes, se forme le capital de santé, le capital cognitif pour que l'enfant puisse être intelligent et apprendre demain. Étant donné que cette situation est telle, il est important que l'on corrige la situation-là en apportant aux enfants et aux mères enceintes les éléments qui souvent manquent dans leur alimentation afin que nous puissions éviter à ces enfants-là la malnutrition qui peut causer des problèmes irréversibles. D'où ce projet de 1000 jours par lequel on apporte ces suppléments-là aux enfants, non seulement déjà pendant la grossesse à la mère enceinte, et à la femme qui allait pour que l'enfant puisse téter aussi ces nutriments dans le sein. Et après de 6 mois, l'enfant consomme directement ces nutriments-là. Donc ceci, c'est pour préparer un capital de santé, préparer un capital cognitif pour que demain, la génération future soit plus productive pour soutenir le développement de ce pays. Et pourquoi la NAN a été choisie pour conduire ce programme? La NAN a été choisie parce que, comme vous le voyez, c'est un programme d'envergure d'abord communautaire. Il va falloir que la communauté adhère à ce projet, sans que c'est un projet à elle, et cela pour convaincre la communauté, ça veut dire que le ministère de la gouvernance locale doit être impliqué, les maires, et ainsi de suite. Deuxième élément, ces produits qu'on veut donner aux enfants et aux mères enceintes vont se distribuer dans les centres de santé. Cela implique le ministère de la Santé. C'est aussi un projet hautement social, ce qui implique aussi le ministère des Affaires sociales. Vous voyez que c'est un projet transversal qu'on ne peut gérer un seul ministère, donc il est important de le confier à une agence qui a un caractère transversal, telle que l'ANAN, qui est rattachée à la présidence de la République. Oui. Voilà. Mais monsieur, je le disais tout à l'heure, le Bénin accueille une conférence internationale sur la nutrition. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner les grandes lignes de cette conférence et les objectifs poursuivis? Merci beaucoup. Bonjour encore une fois et bonjour aux téléspectateurs. Il faut comprendre en fait que cette conférence vise un creuset d'échanges entre les décideurs, les financiers, les partenaires techniques au financement et aussi le monde académique, le monde des spécialistes de la nutrition. L'objectif, c'est d'amener à nourrir les programmes de lutte contre la malnutrition des évidences scientifiques, des résultats de la recherche et aussi mettre autour de la même table toutes les parties prenantes pour que l'action soit efficace et plus efficiente. Et donc c'est pour cela que du 27 au 28, ici à Cotonou, nous recevons des sachants, des experts du monde entier et aussi des partenaires techniques et financiers au plus haut niveau possible.
et tous les décideurs au niveau national pour cette conférence qui va durer 2 jours. Il y a 2 jours d'activité d'affilée, mais elle n'est pas juste consacrée à la conférence. Le premier jour en matinée, il y a toute la journée, il y a la conférence internationale. Et le deuxième jour, il y a la table ronde de mobilisation de financement pour la nutrition. Et parallèlement, au niveau de la place de l'Amazone, vous avez le village de la nutrition qui est ouvert, qui permet de faire toute la chaîne de valeur, mais aussi d'avoir des échanges sur les solutions innovantes et d'avoir des échanges entre les experts et les mondes du secteur. Et enfin, vous avez le dimanche dans l'après-midi, au niveau du Palais des Congrès, la restitution aux populations et en langue. On annonce également la présence de grandes figures comme le prix Nobel d'économie Esther Duflo qui va assurer la conférence inaugurale. Que symbolise alors cette participation pour le Bénin et pour la cause de la nutrition? Alors c'est un honneur d'abord pour le Bénin d'accueillir une scientifique à ce niveau, de tel niveau. Je ne suis pas sûr de ma petite expérience et aussi de ma vie, avoir entendu qu'un prix Nobel d'économie ou un prix Nobel de quoi que ce soit ait pu fouler les terres béninoises pour animer une conférence. Et donc c'est la preuve aussi que notre pays est vu autrement à l'étranger et que le Bénin est vraiment révélé, puisque la demande est venue d'elle-même pour participer à cette conférence dès qu'elle a appris que nous organisons une telle conférence au Bénin. Et vous savez, le chef de l'État aussi sera présent à la conférence en personne et nous avons d'autres figures qui arrivent et des experts qui viennent même des pays les plus lointains tels que le Vietnam qui ont déjà fait des preuves dans le secteur. Donc, professeur Sosa, dites-nous déjà quels sont les suppléments qui sont distribués et à qui c'est adressé? Il y a 2 formes de suppléments. Le premier, c'est destiné à la femme enceinte et à la femme allaitante. Donc, c'est spécifiquement conçu pour ces 2 cibles afin que l'enfant puisse y tirer profit. Il y a aussi la forme qui est destinée à l'enfant lui-même, de l'enfant de 6 mois à 23 mois, qui prend aussi une forme. Donc, il y a 2 formes, l'une aux femmes, l'autre aux enfants. Et parlant justement de distribution de suppléments alimentaires, il y a le DG Anan qui a fait une descente sur le terrain pour voir un peu comment se fait la distribution. Nous allons suivre cet élément réalisé par Amandine Aniabosso. Elles sont nombreuses, femmes enceintes et jeunes mamans, à prendre part avec intérêt à ces échanges sur la supplémentation nutritionnelle au centre de santé d'Alada. Une étape importante qui intervient avant l'administration des compléments nutritionnels. Cette mobilisation témoigne de l'adhésion des populations à ce programme du gouvernement. Moi, j'ai commencé par prendre ce complément alimentaire. Je me sens très bien. Je n'ai pas de difficulté. Bon, bien vrai, le goût me dérange un peu, mais c'est une obligation pour moi. Et je me sens très bien. L'enfant se porte très bien aussi. C'est une bonne chose. Je me porte bien, mon enfant aussi. Nous remercions les autorités. Plus de 1000 femmes sont déjà enrôlées dans les communes d'Alada et de Bopa. Une mobilisation rendue possible grâce aux actions de sensibilisation sur le terrain. Nous avons, pour le premier mois passé, environ près de 800 femmes enceintes ont reçu le supplément nutritionnel. Chez les enfants, tourne autour de 500. Et les femmes ont adhéré quand même au projet parce que c'est un produit qui stimule l'appétit. Nous avons déjà enregistré près de 3000 personnes, toutes cibles confondues. Nous avons mis en place un système de contrôle des sachets. Donc les cibles qui viennent chercher les suppléments doivent ramener ces sachets vides au prochain rendez-vous. Ça nous permet de vérifier effectivement si les suppléments ont été consommés. Le projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours pour cette première phase couvre 5 communes, Alada, Bopa, Malanville, Sinandé et Gogounou. Une réponse forte pour endiguer durablement la malnutrition au Bénin avec l'ambition d'étendre bientôt l'expérience à d'autres communes. Monsieur Edon, quelles sont vos impressions par rapport à l'élément qui vient de passer? C'est assez intéressant de se rendre compte que les femmes ont quand même pris conscience de la nécessité de la nutrition pour leur enfant dès la conception. Monsieur Sosa, on peut déjà faire un bilan.
Parce que vous étiez sur le terrain. Exactement, oui. Alors, on a déjà enrôlé plus de 20 000 cibles, enfants et femmes enceintes, dans les 5 communes. Et ça se poursuit. Il faut dire que pour en arriver là, il a fallu travailler avec la communauté pour qu'on convienne de l'importance de la nutrition, parce que sans ça, la communauté ne va pas adhérer. C'est tout ce travail-là qui fait ressortir les éléments que nous devons voir. La population a adhéré. Il y a un engouement par rapport à cette supplémentation. Et ce que nous souhaitons, c'est que cela continue. C'est pour la population. Les suppléments sont gratuitement cédés. Et aussi, les frais de consultation prénatale, l'État prend en charge ces frais-là pour pouvoir permettre à la population de bénéficier de ce supplément-là qui est cédé gratuitement. Pour le moment, toutes les communes ne sont pas prises en compte. Comment cela va se faire avec le temps? Nous avons opté pour une approche graduelle, en commençant par les communes les plus affectées. Il y a des statistiques qui existent qui montrent les communes en matière de malnutrition par rapport aux enfants. Est-ce que vous pouvez déjà rappeler les communes qu'ils ont prises en compte pour le moment? Bon, c'est un peu... Oui. Les communes qui ont prises en compte, il y a Bopa, il y a Alada, il y a Sinandé, il y a Gorgounou, il y a Mananville. D'ici à novembre, le mois prochain, nous allons aborder encore 8 communes, donc, parce qu'il y a 13 qu'on a retenues pour cette année. Celles qui vont suivre, c'est à Diara, à Vrankou, à Promisérité, Infanyi, Djidja, Kéro, et ainsi de suite. Et quand est-ce que ça va s'étendre à toutes les communes du Bénin? Sinon, à la longue, on aura des enfants plus intelligents que d'autres. Nous irons assez vite quand même. L'année prochaine, nous allons couvrir la moitié du pays, soit environ 46 communes. Et en 2027, nous allons couvrir tout le pays. Monsieur, donc quand on parle de nutrition, on parle également de développement. Concrètement, quel impact attendez-vous de cette conférence sur les politiques publiques de développement du Bénin? Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin a adopté cette année sa nouvelle vision, la vision Bénin 2060 à la FIA, un monde de splendeur, qui est énoncé comme suite. À l'horizon 2060, le Bénin est un pays de paix, de rayonnement, de prospérité, de bonne gouvernance, de rayonnement culturel et international et de bien-être commun. Vous convenez avec moi que pour atteindre ce rêve des Béninois, puisque c'est le Bénin souhaité par tous les Béninois lorsque notre pays aura un siècle d'indépendance, il faut avoir un capital humain sain, qu'il soit compétent et compétitif. Or, toutes les études ont montré que lorsque les enfants souffrent de malnutrition dès la conception, ça constitue un handicap à l'âge adulte. Il a des retards cognitifs qu'il ne peut pas atteindre. Donc pour nous, en tant que responsables des politiques de développement, c'est très important une telle conférence qui va nous permettre de comprendre d'abord les bonnes causes et d'avoir aussi des résultats probants sur des faits et des cas qui ont marqué dans les autres pays. Et ça viendra nourrir désormais l'élaboration des prochaines politiques de développement. Ok. Monsieur Sosa, est-ce qu'on peut déjà avoir le coût de ce projet de supplémentation nutritionnelle? Oui, le projet envisagé sur 5 années couvre 200 milliards de francs CFA sur les 5 années, à venir, d'où l'État va y contribuer énormément. Ça, c'est d'abord pour les 5 communes? Non, pour l'ensemble du pays. Pour l'ensemble du pays, donc c'est sur 5 ans. Pour l'ensemble du pays, c'est 200 milliards de francs CFA. Et comment vous comptez mobiliser ces ressources? Le Bénin, étant souverain, va y contribuer. Et c'est le gap que le Bénin appelle les partenaires à couvrir le dimanche prochain au cours de la table ronde dont a parlé tout à l'heure M. Edon. Ok, parlons de cette conférence justement. On sait que l'UNICEF est un partenaire important. Quel message fort souhaitez-vous adresser aux partenaires techniques et financiers, mais aussi à la population béninoise? Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais un peu rebondir sur ce que le professeur a dit. Lorsqu'on entend 200 milliards, ce n'est pas seulement pour distribuer des sachets bleus. Je pense que vous aviez dû le comprendre. Il y a plusieurs composantes. Il y a la composante information, mais il y a la composante aussi faciliter l'accès aux soins prénataux, qui devront gratuits dans le projet. Et il y a l'aspect aussi construction d'une usine de fabrication des suppléments au Bénin pour réduire les coûts mais aussi justement construire faire des suppléments qui sont à nos goûts, à nos habitudes alimentaires. Et donc tout ça explique pourquoi, a priori, le coût peut paraître aussi élevé. C'est vrai que l'UNICEF est un partenaire de choix en tant que chef de file de la nutrition, mais ce n'est pas le seul partenaire. Nous avons la Banque mondiale qui contribue beaucoup, qui a vraiment aussi un programme nutritionnel assez important. Et nous avons d'autres partenaires qui sont
aussi nombreux qui sont mobilisés. Tous les partenaires sont mobilisés, les plus stratégiques sont mobilisés et nous avons senti un engouement au niveau même international. Je veux pour preuve, il y a l'initiative Fast Food Africa qui devait se faire au Nigeria à cause du fait que tous les experts de la nutrition soient au Bénin ce week-end. Il a été décidé que finalement l'initiative a été délocalisée au Bénin. C'est montrer aussi un peu l'engouement et l'intérêt de cette question pour le monde entier. Monsieur, professeur, il y a monsieur donc, qui vient de parler de quelque chose d'important. Quelle est vraiment la composition de ces suppléments nutritionnels? Les suppléments nutritionnels, comme je l'ai dit, comportent les éléments souvent essentiels qui manquent aux enfants et aux femmes enceintes. Il s'agit des éléments qui sont liés à ce qu'on appelle les protides, c'est-à-dire les substances qui favorisent la croissance de l'enfant. Ce sont des vitamines qui sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme et des sels minéraux qui sont aussi nécessaires pour que l'organisme puisse bien fonctionner. Donc, il y a des aliments, des nutriments qui sont pour la croissance, les nutriments, les vitamines et les sels minéraux qui sont nécessaires pour que l'organisme fonctionne bien. Et ce sont ces éléments-là qui manquent souvent et les enfants sont malnutris et acquièrent des retards cognitifs qui sont irréversibles. Lors de la conférence, il y a également le village de la nutrition. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Oui, le village de la nutrition qui couvre les 2 jours, c'est un village au cours duquel il y aura des panels pour expliquer davantage aux populations. Parce que au cours de la conférence, le temps est court. Donc les experts venus de loin auront à peine 5-10 minutes pour présenter. Donc on va leur donner le temps pour pouvoir expliquer de manière assez approfondie ce qu'ils ont fait comme expérience. C'est aussi l'occasion de faire des stands d'exposition pour la production, la transformation agricole et nutritionnelle au Bénin. C'est aussi l'occasion d'inviter les étudiants, les enseignants d'ici aussi pour tisser des réseaux avec les experts qui sont venus. Tout à l'heure, on a parlé du prix Nobel de l'économie. Oui. Donc, c'est une très bonne occasion pour que les professeurs d'économie ici, les étudiants aussi, en nutrition aussi, puissent discuter avec elles pour voir un peu les ouvertures qui sont possibles. On va présenter également les innovations en matière... Absolument. Les innovations locales comme étrangères seront présentées aussi, de même que l'information par rapport au public. Ce qui est nécessaire parce que la communication aujourd'hui, c'est important pour que tout le monde puisse comprendre les éléments de base de la nutrition afin de décider en toute conscience. Votre message pour... Amandine, si vous permettez, oui, allez-y, je vais me permettre de m'adresser à M. Edon au sujet justement de ce village de nutrition. En quoi c'est si important, en quoi c'est si indispensable, pour ne pas dire capital, pour ce qui va se passer dans les prochains jours à Cotonou? Alors, c'est comme a expliqué un peu le prof, c'est qu'il était question de... On avait 2 objectifs clés. Le premier, les experts qui sont arrivés, il faut qu'ils aient du temps pour échanger avec un public plus large. Parce qu'au niveau de la conférence, c'est un peu restreint. On ne peut pas recevoir plus de 300 personnes. Au village, on a un peu plus de monde. Et ça crée une ambiance beaucoup plus festive, plus conviviale pour pouvoir discuter et échanger sur les vraies questions. Deuxième chose, c'est de permettre une rencontre entre les producteurs et les transformateurs. Parce qu'il y aura des exposants qui sont juste des producteurs, il y a les transformateurs et il y a les distributeurs. Donc nous recréons la chaîne de valeur qui permet à ceux qui sont là de pouvoir échanger et de voir aussi les opportunités qu'il y a. Et nous avons des jeunes qui ont été... il y a eu un hackathon sur la nutrition. Il y a des jeunes béninois qui ont trouvé des solutions innovantes. Il y a des jeunes ivoiriens qui ont trouvé des solutions innovantes. Ils vont venir échanger et voir aussi partager ces innovations-là. Et de l'autre côté, enfin, vous aviez tous les PTF qui seront là aussi pour exposer un peu les différents programmes. Donc ça offre au public d'apprendre les bonnes pratiques de nutrition au grand public plus large que ceux qui sont au niveau du Sofitel. Et ça permet aussi au grand public de voir un peu quelles sont les innovations et aux gens qui sont dans le secteur d'échanger et de voir les opportunités de demain. Mais est-ce qu'à travers cette exposition au niveau du marché, est-ce qu'on pourra faire également des achats liés aux nutriments, je dirais? Si. Mais nous avons veillé à ce que les exposants qui viennent vendre des aliments qui sont bien de chez nous, mais aussi qui respectent les règles nutritionnelles. Par exemple, nous n'acceptons pas sur ces stands de vendre de l'alcool.
parce que ce n'est pas conseillé pour les questions de nutrition. Mais, professeur, il faut qu'on insiste également sur la gratuité des consultations prénatales pour les femmes qui se rendent dans les centres de santé pour prendre le supplément. Oui, je vais expliquer. Ce n'est pas tous les examens qui sont gratuits. Les examens de sang pour savoir est-ce que vous avez le palu, vous avez des anémies, non. Quand la femme vient en consultation, il y a un minimum de 500 francs, 1000 francs que la femme contribue au fonctionnement. C'est ça là que l'État prend en charge. Et c'est graduel. Quand on est dans une commune, que ça s'applique dans la commune. Vous voyez un peu? Dans les 5 communes là. Hein. Actuellement, dans les 5 communes là, c'est en cours. En novembre, ça va commencer dans les 8 communes, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas décrété dans tout le pays au même moment. C'est mieux de préciser, sinon vous verrez. Sinon, demain, une femme va se présenter dans une maternité et dire ah, mais non. Entendez, la journaliste a dit que c'est gratuit partout. Merci beaucoup à vous, professeur Sosa. Un petit message pour clôturer cet entretien. Oui, ce projet, c'est pour la communauté et nous souhaitons que la communauté joue sa partition. L'État fait l'effort de mettre à disposition les suppléments. On souhaite que la communauté y contribue, y participe, y adhère et consomme ces nutriments-là pour le bonheur de nos enfants, pour le bonheur de la génération future. Monsieur Edon? Oui, je dirais simplement un appel à nos populations, aux Béninois, de profiter pleinement de cette chance inouïe qui leur permet aujourd'hui de comprendre et d'avoir des grands experts qui leur expliquent les vrais problèmes que peut créer la malnutrition sur les enfants et sur les générations futures. Et de rester mobilisés et de réserver un bel accueil à nos hôtes, parce que c'est aussi la vitrine Bénin, avoir tout ce monde-là qui viennent au Bénin, c'est aussi vendre touristiquement notre pays et nous devons leur donner une bonne image. Merci beaucoup à vous d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. Merci beaucoup Amandine Aliambochou. On va suivre tout ceci de très près. La SRTB Bénin TV sera donc aux côtés au cœur de cette conférence. Au cœur de cette conférence de très haut niveau sur la nutrition, qui porte donc sur la nutrition et le développement. On va pouvoir donner écho dans nos différentes éditions du journal télévisé, mais également pourquoi pas revenir sur la matinale Bonjour le Bénin pour en tirer les grandes conclusions. Pourquoi pas avoir un échange avec Esther Duflo, prix Nobel d'économie. Ce n'est pas tous les jours qu'un prix Nobel d'économie ou qu'un prix Nobel tout court vient dans votre pays. Il faut bien sûr en profiter. Vous passez, messieurs, une excellente journée et on vous souhaite plein succès à vos travaux, à vos échanges et que de ces échanges puisse jaillir la lumière. Bonjour le Bénin. On poursuit cette matinale, mais avant on marque une pause à nouveau, le temps de retrouver la suite de ce programme. Bonjour le Bénin, merci d'être fidèle à ce programme de Bénin TV. Nous voici avec un plateau bien coloré, comme vous pouvez le voir. Bien sûr, ils sont ici avec moi, Patrick, John Médard et deux autres invités. Bonjour monsieur, dames, ou messieurs, dames. Oui, bonjour. 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 Nous parlons de la mode africaine qui a son grand rendez-vous désormais à Cotonou, le FESMA, le Festival international de la mode et du mannequinat africain, qui s'impose comme une vitrine prestigieuse pour les stylistes, les mannequins et tous les artisans de la création. Initié donc par John Médard Sédoko, l'événement va bien au-delà des podiums. Il met la lumière sur le savoir-faire, l'inventivité et l'identité culturelle du continent. Défilés, concours, rencontres professionnelles, ce sont là donc autant d'occasions pour révéler les nouveaux talents et affirmer la place de l'Afrique sur la scène mondiale de la mode. C'est l'événement à la une de ce vendredi, Pat. Oui. L'événement à la une de ce vendredi 26 septembre 2025, mais un événement qui a commencé déjà depuis hier, jeudi 25 septembre 2025, ça fait 25, 9, 25, ça sonne bien. Et John Médard, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Emma. Alors, 17e édition pour le FESMA, le Festival international de la mode et du mannequinat africain. Une 17e édition. Lorsqu'on fait le parcours, lorsqu'on essaie de faire le parcours des 17 ans, qu'est-ce qui a marqué ou qu'est-ce qui marque le public? Le public. Oui. Alors, rappelons déjà que le FESMA, c'est le Festival de la mode et du mannequinat africain, comme l'a si bien rappelé Herman, et qui a pour ADN 3 éléments principaux. D'accord. C'est déjà le concours des jeunes et meilleurs mannequins africains. Oui.
et le concours des jeunes stylistes africains et le grand défilé international. D'accord. Et dans ce grand défilé international, nous nominons des acteurs de la mode, les acteurs clés, comme les créateurs, les stylistes, les accessoiristes, les mannequins, les gens de la presse, les magazines de presse, les chorégraphes, les directeurs artistiques. Donc, ce fut déjà le premier événement à récompenser quasiment tous les acteurs de la mode en Afrique. Donc, parce que beaucoup étaient laissés pour compte. C'était généralement que des stylistes qui étaient nominés, qui avaient des prix. Mais nous, on s'est ouvert parce qu'on s'est dit, il y a des petites mains qui ne sont pas en effet des petites mains, de grandes mains qui sont derrière et qui font qu'après, on a le beau qu'on voit. Donc, tous ces acteurs ont été mis en lumière, ont été nominés pour leurs travaux depuis des décennies pour certains. Et il y a un challenge, il y a le concours maintenant qui vient primer les meilleurs de l'année. Alors, oui, on va faire un travail en 5, les 5 W, on a déjà le what. Oui, ça. Mais qui participe au FESMA? Qui sont ceux qui participent ou ceux qui peuvent y participer? À part le public qui va venir. Alors, à part le public, c'est tous les acteurs, comme je l'ai rappelé, de la mode. Donc, vous avez au cœur les stylistes, mais au grand cœur les mannequins, parce que tout se tourne autour d'eux. Vous avez les accessoiristes, vous avez les coiffeurs, les maquilleurs, les bijoutiers, les maroquiniers. Donc, c'est quasiment tout le secteur de la mode qui est mis à contribution. Bien évidemment, il y a la matière première, c'est-à-dire les producteurs de tissus aussi qui participent en exposant leurs tissus et autres. Donc c'est un peu tout ce monde-là qui participe, mais également la presse internationale. Donc vous avez des magazines spécialisés mode qui quittent même Paris, qui viennent, des photographes de mode internationaux. Donc c'est vraiment ce parterre-là qui est convié à ce festival. Et les amoureux également de la mode. Oui, les amoureux de la mode et le public. Et le public, voilà. Alors, avant de revenir au when, au where et puis au why, vous avez parlé de who et les mannequins. Et on a avec nous 2 mannequins, B et B, Barbara et Brice. Barbara, oui, ce n'est pas que c'est voulu, mais c'est tombé comme ça, je crois. D'accord. Oui. Barbara. 2B dans BLB. Oui. 2B dans BLB, oui. Ah oui, ça c'est bien. Alors, Barbara, elle est mannequin, c'est elle qui sera le jury de... Voilà, elle est le jury de cette année. C'est elle qui a su tous les visuels sur les panneaux en ville. Et c'est un mannequin qui a au moins 20 ans de carrière. C'est pareil pour Brice. Donc c'est vraiment la preuve que le Bénin vit de ce métier il y a très longtemps. Donc c'est des gens qui ont gardé la forme depuis 20 ans et qui, voilà, qui sont toujours D'accord. Barbara Daïké, tu voulais... Oui, justement, quand on a 20 ans de carrière et qu'on a une allure aussi fine, j'ai bien envie de savoir quelle est l'hygiène de vie qu'il y a derrière. Est-ce qu'on se donne des restrictions? Est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on se pèse tous les matins quand on met le pied au sol et que le Seigneur nous donne le souffle? C'est le premier rituel, monter sur la balance. Merci beaucoup, bonjour à tout le monde. Être mannequin depuis 20 ans de carrière, c'est vrai que c'est pas petit, mais je vais pas dire, l'hygiène devient important, c'est vrai, mais c'est surtout la volonté et la passion pour la mode. Parce que quand tu es passionné par quelque chose, tu fais tout pour rester dans les limites de ta passion. On se donne les moyens. On se donne les moyens pour pouvoir rester dans sa passion. En fait, moi, je suis toujours focalisée sur la mode. J'ai toujours été focalisée sur la mode depuis que je suis toute jeune. Et malgré que j'ai des enfants et tout... Ah, vous avez des enfants? Oui, bien sûr. J'ai déjà 2 enfants. Ah là, ça ne se voit pas du tout. Hein. Ça ne se voit pas. Entre nous deux, celui qui a porté une grossesse une fois, c'est bien moi. Hein. Donc voilà un peu, en fait, tout se résume à la passion. Quand tu es passionné de quelque chose, tu te donnes toujours les moyens pour rester dans les limites de ta passion. Voilà, un peu. La passion, mais je voudrais encore revenir sur la question d'Hermone. Est-ce qu'il ne faut pas manger beaucoup pour être mannequin? Parce qu'il faut garder la taille, il faut garder la corpulence. Qu'est-ce qu'il faut faire? Être mannequin, c'est une hygiène. C'est une hygiène, c'est beaucoup... Je ne vais pas parler de beaucoup de restrictions. C'est beaucoup de sport. En matière de consommation, d'aliments, en matière de consommation, moi personnellement, j'ai une
morphologie, je vais dire, bon, je remercie Dieu, j'ai une morphologie qui, je ne prends pas vite du poids. D'accord. Naturellement. Donc, en dehors de ça, il faut faire quand même beaucoup de sport, il faut contrôler son alimentation. Oui. Et je suis quelqu'un, je bois beaucoup d'eau. Je bois beaucoup d'eau. Ça me permet d'éliminer beaucoup de toxines. Et avec ça, j'évite... il y a certaines choses que j'essaie d'éviter pour pouvoir rester, enfin, pour pouvoir garder la jeunesse. La bière, d'accord, on a compris. La bière, c'est non. La bière, quelquefois. D'accord. Les boissons gazeuses, c'est hors de question. Les boissons gazeuses aussi, quelquefois, tout dans les limites, en fait. Tu peux te permettre certaines choses, mais il faut savoir quand même s'arrêter au bon moment. Voilà un peu. Et c'est depuis l'enfance que vous avez déjà senti que vous serez comme ça? C'était le rêve d'enfant qui s'est concrétisé ou bien c'est venu au milieu de l'adolescence? Non, je vais plutôt dire que c'est venu au niveau de l'adolescence. Beaucoup plus. Dans l'enfance, je n'étais pas trop focalisée sur la mode, mais dans l'adolescence, oui, j'ai commencé à avoir la passion pour... Quand la taille a commencé à pousser? pour tout ce qui est artistique. Mais je me suis beaucoup plus tournée vers la mode, du côté de la mode du mannequinat. J'ai eu... en fait, ce qui m'a donné le déclic, c'est plutôt une amie qui était beaucoup plus dans le domaine, qui m'a invitée une fois à un défilé. Et là, dès que j'ai vu, je me suis dit, tiens, il faut que je fasse ça. C'est vraiment... Ça a été... Le déclic. Ça a été le déclic pour moi. Donc, à partir de là, je me suis vraiment consacrée à la mode et au mannequinat. La taille, votre taille, 1,95 Non, 1,83. 1,83. Oui. 1,83 pour Barbara. Combien pour Brice? 1,88. 1,88 pour Brice. Alors Brice, c'est venu comme ça brusquement aussi, ou bien c'est à force de fréquenter des lieux où il y a défilé de monde que vous avez senti l'appel du public, l'appel du podium, l'appel du thé? Non, moi, il faut déjà dire que de base, j'aime m'habiller. D'accord. J'aime tout ce qui est beau. Déjà, tout petit, j'aime tout ce qui est beau. Et à un moment de ma vie, je fréquentais un atelier de couture où tout le temps j'allais voir un couturier qui était un ami proche à moi, qui m'a dit un jour, bon, tiens, écoute, à chaque fois quand tu viens ici, mon patron me pose la question de savoir si tu es mannequin ou si tu aimes naturellement les habits ou les vêtements comme ça. Donc, est-ce que ça ne te plaît pas de devenir mannequin? Est-ce que tu as la carrure, tu as tout ce qu'il faut pour l'être? Bon, donc, en fait, à force de me le dire, j'ai pris goût, j'y ai pensé, je me suis dit, bon, et tiens, écoute, c'est pas forcément tout ce que tu deviens, que ce soit toi seul qui y pense. Donc, si c'est venu, c'est de l'esprit. Donc, voilà, c'est de là que j'ai... L'appel est venu des autres. Voilà. Okay. Et quand j'ai essayé... Le premier thé, c'était quand? Mon premier thé, c'était... Ça dit, je n'ai pas fait... Le premier thé que j'ai fait, je l'ai fait sans aucune formation. Et c'était un concours Miss Nayade, je me le rappelle. Wow. Et Miss Nayade, ça remonte à il y a longtemps. Hein? Oui. Je pense de 2012-2013, non? Tout à fait. Et j'étais habillé par Lolo Andoche. Ah, ok. J'étais habillé par Lolo Andoche. Donc, hommage à Lolo Andoche. Voilà. Donc, alors, avant de continuer, nous allons suivre un élément parce que nous sommes allés voir comment ça se passe pour la première journée, les préparatifs du FESMA. Et puis, on a ramené ces images avec la bénédiction de John Médard. Merci pour ces images que nous allons suivre. Je suis Irma Koumagnon Akorha, promotrice et fondatrice de la marque Ika Fashion. Alors ma collection est nommée Reflet d'Azur, un mixage d'indigo, le naturel, avec une touche du ciel, c'est-à-dire la couleur bleu ciel. Je vous réserve une très belle surprise, je n'en dirai pas plus.
avec mon équipe, on maquille la plupart des mannequins le plus naturel possible parce qu'il y a plusieurs tenues de différentes nationalités africaines généralement. Du coup, on reste le plus sobre possible pour que le maquillage passe avec toutes les tenues. FESMA, c'est jusqu'à la gare. Rendez-vous à Golden Tulip le samedi. FESMA, c'est déjà le concours des jeunes stylistes africains, le concours des top modèles africains, et puis le grand défilé international. D'accord? Et puis, le cœur de l'événement, c'est les prix que nous octroyons à tous les acteurs de la mode africaine. D'accord? Donc, que ce soit stylistes, mannequins, accessoiristes, décorateurs, tout le monde est primé, même la presse. Oui. Alors, on a replanté le décor. Maintenant, je voudrais revenir sur les 3 W qui restent. Where? Où ça va se dérouler? Alors, ça se déroulera pour cette 17e édition au niveau du Golden Tulip. Oui. Et les autres éditions, c'était... Oui, on a été quasiment dans tous les hôtels, hein, que ce soit à Zolaï, que ce soit au Palais des Congrès, que ce soit au Bené Marina, hôtel d'avant et tout ça. Donc, on a fait le tour et puis on est cette année au niveau du Golden. Oui. Et donc, ça a commencé depuis hier, donc voilà, jeudi, on a vendredi, commencé samedi. Les essayages, les balances, les répétitions, on accueille déjà les mannequins et créateurs internationaux, on installe, voilà, donc ça a commencé. Et ça sera la grande fête déjà demain à partir de 20h, toujours au niveau du Golden Tulip avec le grand tapis rouge. Et en fait, vous voyez souvent les Fashion Week au niveau des grands pays, que ce soit Milan, Londres ou Paris, où on assiste vraiment avec un panoplie de stars. Et on veut vraiment reproduire un peu ça. Donc on a beaucoup d'invités qui seront là, pas forcément pour chanter, pour rapper, mais pour montrer leur amour pour la mode, pour le textile et pour le fashion. Donc bien évidemment, on vous attend. Va rejoindre les 4 grands lieux de... Voilà, il faut avouer que depuis que le FESMA est né, on a fait venir beaucoup de créateurs. Les gens comme, je cite pêle-mêle, Adama Paris, Iman Aïssi, Marcel Tapolo, Jules Touré, quasiment tout le monde est venu. Quasiment tout. Patéo? Oui, tout le monde. Patéo a été même paré artistique d'une édition. Et voilà. Donc on a eu tout le monde. Et aujourd'hui, on se dit, bon, qui est invité? Mais on sera... Alors donc, officiellement, même change de métier, voilà le designer. Non, franchement, on serait heureux de vous voir pour le tapis rouge parce qu'on veut vraiment voir nos gens aujourd'hui s'adonner à la chose, monter sur le tapis rouge, suivre un défilé en direct pour voir quelle est cette richesse que nous avons en Afrique en matière de mode. Oui, justement, en parlant de richesse, on a déjà dit where, when, c'est compris. Why? Pourquoi un défilé de mode? Voilà pourquoi un événement du genre, parce que le Bénin en avait besoin. Vous voyez, grâce au FESMA, beaucoup de créateurs se sont découverts. Et ils avaient le talent, mais ils n'avaient pas la lumière. Donc des événements du genre qui permettent à ce qu'ils voient leurs collègues, que ce soit au niveau des stylistes ou des mannequins, que de grands créateurs qui ont fait bouger le secteur de la mode en Afrique, ils puissent les toucher, les côtoyer, parler avec eux. Ça a fait que beaucoup de créateurs se sont dit, mais je peux y arriver. Beaucoup de mannequins ne sont plus complexés parce qu'ils ont accueilli tous les grandes vedettes, toutes les top modèles en Afrique sont venus au Bénin pour participer au FESMA. Donc ça a été vraiment, je dirais, un déclic pour le secteur de la mode, le FESMA. Et ça fait partie des pressions que nous avons tous les ans pour dire on ne peut pas laisser parce que c'est comme la météo. Le FESMA permet de voir quel est le niveau de la mode au Bénin et en Afrique. Donc voilà le pourquoi. Et cette année, le FESMA annonce le mois de la mode. Alors le mois de la mode est passé depuis juillet, mais c'est une continuité du mois de la mode parce qu'on veut toujours montrer que le Bénin est une terre de mode et la continuité, ça veut dire que cette année nous aurons 3 mois de la mode au lieu d'1 mois, de juillet, août, septembre. Août, septembre. 3 mois de la mode et puis 3 jours pour le FESMA. Pour le FESMA, tout à fait. Magnifique, et nous sommes avec
John Médard, JMA International, qui est l'agence qui organise cet événement depuis 17 ans et qui forme beaucoup de mannequins en Afrique. Alors donc durant 3 jours, l'aire de Cotonou sera non pas saturée mais chargée d'une énergie unique qui va mêler le bruit des fermetures éclairs et boutons, le bruissement des tissus, le cliquetis des aiguilles et épingles, le claquement des semelles et talons sur le thé, le podium de défilé, et puis il y aura le clic des appareils photo. D'accord. Avec le sourire et le rire du public. Que serait bien Patrick Diossou sans rire, sans rythme et sans allitération ou sans assonance? Bien sûr, c'est l'univers et le monde de Patrick Diossou. Messieurs, merci beaucoup. Merci d'être passé sur Bonjour le Bénin. On espère être à vos côtés pour, évidemment, cette 17e édition donc, du FESMA qui, l'année prochaine, fêtera ses 18 ans, qui sera donc majeur, susceptible de s'inscrire sur les réseaux sociaux. Transition trouvée, c'est forcé, mais c'est pas grave. On assume quand même. Dernière étape de cette émission, c'est bien sûr éducation aux médias. Les réseaux sociaux sont devenus nos places publiques virtuelles, nos vitrines personnelles, parfois même nos tribunaux improvisés, et en un clic, ils nous rapprochent du monde, mais peuvent aussi nous exposer à des actes et à des excès. Outils de communication, de divertissement, d'information, ils sont autant une opportunité qu'un défi. Bien les utiliser, c'est savoir trouver l'équilibre entre partage et prudence, entre visibilité et responsabilité. Alors, comment tirer le meilleur parti des réseaux sociaux sans tomber dans leur piège? C'est ce dont nous parle Marvin ce matin. Bonjour Marvin. Bonjour Monsieur Emmanuel, bonjour Monsieur Patrick. Comment allez-vous? Je vais bien, vous? Ça va, merci. Marvin promise à un si bel avenir que nous essayons justement de partager avec elle sur le plateau de BLB. Bonjour le Bénin. Aujourd'hui, donc, on parle de la responsabilité sur les réseaux sociaux, du bon usage des réseaux sociaux, Marvin. Alors, comme je le disais, bonjour Monsieur Emmanuel, bonjour Monsieur Patrick, bonjour chers téléspectateurs. Alors, cette semaine, vous avez été nombreux à nous avoir suivis. Nous avons parlé d'algorithmes, nous avons parlé de pourquoi les réseaux sociaux attisent, nous avons parlé de l'influence et de la publicité déguisée, nous avons parlé de danger des réseaux sociaux qui n'a rien d'autre que le cyberharcèlement et l'arnaque. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment utiliser réellement et bien les réseaux sociaux. Quels sont les conseils et comment faire en fait pour enlever tous ces dangers et faire bon usage des réseaux sociaux. Alors la première partie, déjà je vous invite à prendre vos calepins. La première partie c'est rester lucide. On sait que les réseaux sociaux sont là pour créer un lien social, mais il faudrait qu'on dissocie la vie sociale des réseaux sociaux à la vie réelle. Il faudrait qu'on garde les pieds sur terre, les pieds dans la réalité. Ensuite, il faut déjouer l'algorithme et le bulle de filtre. Nous avons dit tout récemment qu'avec les algorithmes, on se retrouve à être coincé dans notre opinion, dans notre monde, parce qu'à chaque fois qu'on like un contenu, l'algorithme ne référencie que le même contenu. Alors, je vous invite à vous abonner à différentes pages, à diversifier vos recherches et souvent à nettoyer votre historique de recherche pour pouvoir réinitialiser l'algorithme, à vous amener à voir de nouvelles choses et ne pas être bloqué dans votre perception. Ensuite, repérer la publicité déguisée. Ce n'est pas parce que l'influenceur, la personne qui suppose vous influencer a fait une communication sur les paris sportifs que vous devez miser des frais de scolarité dedans. Il faudrait faire la part des choses, faire le discernement et voir si cette personne-là utilise vraiment ce qu'elle vous recommande. Parce qu'on a dit ici, c'est dans la posture de publicité qu'on se met en fait dans une posture de consommateur. Alors, faites la part des choses, ne prenez pas tout et n'importe quoi. Ensuite, évitez les dangers concrets. On a dit ici qu'il y a les arnaques, qu'il y a le cyberharcèlement, il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux et vous devez faire la part des choses. Vous ne devez pas vous faire amadouer par les faux profils de personnes qui supposent vous aimer ou qui supposent vouloir tisser des liens avec vous. Il faudrait, comme je l'ai dit, revenir à la réalité et quitter le réel ou un peu du social, mais toujours rester dans le réel. Il faut vérifier avant de partager. Les entorses, les fake news circulent très rapidement. Le cas d'un sujet qui fait actualité depuis quelques jours. Il ne faudrait pas donner son opinion comme ça.
il faudrait se poser la question de savoir si votre opinion, elle est vraiment indispensable. Si votre opinion a sa place dans la masse d'opinions. Est-ce que vous êtes légitime? Est-ce que vous êtes qualifié pour donner votre opinion? Il faudrait faire également la part des choses. Et ensuite, il faut protéger son équilibre personnel. Fixez-vous des pauses digitales. Comme je l'ai dit avec M. Patrick et M. Madneva sur le plateau, on peut faire une journée sans garder le téléphone, on peut faire une journée sans connexion Internet. Bon, c'est pas à cause de nous que MTN fermera, n'est-ce pas? Donc, de toute façon, aucun réseau de téléphonie mobile ne fermera si Herman, tout le monde s'en fout. Hein. Voilà. Donc, il faut faire des pauses digitales, rester loin du téléphone portable pendant un moment afin de revenir à la réalité, s'entourer de personnes d'humains réels, d'aller prendre de l'air à la place de l'Amazon et à la place de Biogera. À l'esplanade de l'Amazon. À l'esplanade de l'Amazon. Voilà. Ensuite, il faut éviter de donner son avis, voilà, juste pour le buzz, comme je le disais. Et ensuite, il faut protéger sa vie privée. Il faut poster des photos convenables, il faut poster des photos qui ne vont pas vous desservir plus tard. Parce qu'on n'a pas de TIA. L'intelligence artificielle, quand même, est capable de vous déshabiller, de vous s'habiller sur les réseaux sociaux. Donc, il faut quand même poster des photos qui peuvent vous protéger plus tard. Alors, ce sont les conseils que j'ai pour vous aujourd'hui pour terminer la semaine. Donc, bien utiliser les réseaux sociaux, c'est être responsable envers soi-même et comprendre que les réseaux sociaux, c'est vrai, on a la liberté d'expression, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit donner son avis ou son opinion sur tout ce qui jazz. D'accord, merci maîtresse Marvin ou professeur Marvin. On va voir si on a bien suivi le cours d'aujourd'hui. J'ai retenu, Patrick, lucidité, déjouer l'algorithme, repérer la publicité déguisée, éviter les dangers concrets, vérifier avant de partager, faire une pause digitale, éviter de donner son avis à tout bout de champ, avoir une hygiène numérique, poster des photos, protéger sa vie privée. Donc, allez, on est là donc dans le mille, on est en plein donc dans ces astuces qui vont nous permettre d'éviter le piège des réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui tout le monde y est. C'est devenu un outil du quotidien. Et tiens, j'ai remarqué hier, j'ai lu hier que l'artiste Ed Sheeran n'a pas de réseaux sociaux. Il vit sans téléphone portable depuis 2015 et il ne répond qu'aux mails une fois par semaine. Ouais, ça c'est extraordinaire. On peut vivre comme ça, Patrick? On peut essayer de vivre comme ça. Je dis bien essayer. Pour ceux qui sont déjà addicts, ceux qui sont déjà habitués, ceux qui ont déjà pris l'habitude des réseaux sociaux, ça va être difficile, très difficile. Très difficile. Parce qu'on est déjà accroché. À chaque instant, on a envie d'avoir des informations, des nouvelles, mais si on fait l'effort... Ce n'est pas impossible. Il y a des journées, il y a journées sans portable. Il y a des journées sans téléphone, il y a des journées sans téléphone portable. Vivre depuis 2015 sans téléphone portable, ça fait quoi? Ça fait 10 ans qu'il n'a pas de téléphone portable. Ça fait quand même... Bon, s'il a quand même... pu en fait rester en vie de 2015 à 2025 et il a quand même les informations. Parce qu'aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que nos aïeux ont pu vivre sans téléphone portable, sans moyen vraiment de communication? C'est une vraie question qu'on se pose. C'était des lettres dans le temps, je suppose. C'était même des corbeaux qu'on envoyait. Des courriers et tout. Et je pense qu'au fil du temps, on peut revenir à cette norme-là parce que là où va la technologie, les réseaux sociaux, on risque de créer des accros à ce... Mais qu'est-ce que c'était bon cette époque, Patrick, où on envoyait une lettre lorsque vous désirez peut-être une femme? Je n'ai pas vécu cette période, mais ce qu'on a pu me raconter, lorsque vous désirez une femme, vous lui envoyez une lettre, il y a la peur déjà de l'envoi, de la réception, de comment est-ce qu'elle va recevoir cette information, et il y a maintenant l'angoisse d'une réponse. En attendant que cette réponse ne vienne, vous êtes dans l'angoisse. Il y avait même certaines astuces. On passe le cahier, on dit je te passe mon cahier, tout en sachant qu'à l'intérieur, il y avait un message. Il y a un message. Tu me ramènes mon cahier après, même si le cahier ne contient rien que la lettre. On passe le cahier et puis après, on récupère le cahier. Il y avait de petites astuces et on savait que c'était un peu dangereux parce que... Mais c'est ça qui... Il y avait la curiosité parce qu'on ne sait pas si le message était lu ou pas. Justement, mais avec WhatsApp, maintenant, ça fait 2 barres bleues. On sait que le message a lu.
D'accord. Maintenant, on fait attention. Avant, on faisait attention à l'écriture. Il faut écrire correctement, lisiblement. Il faut écrire sans faute parce que la personne... Les fautes peuvent être rédhibitoires. Voilà, oui. La personne féminine va te renvoyer ta lettre corrigée déjà avec... Attention. Ou te dire, voilà, tu as fait telle faute, tel nombre de fautes. Voilà. Mais c'était assez agréable. Tellement on est embarqué dans la bulle aujourd'hui qu'on a l'impression qu'on ne peut plus nous extirper de cette bulle assez infernale, de ce déferlement des réseaux sociaux qui nous tombent dessus presque tous les jours. Chaque jour, il y a un nouveau réseau social qui naît, qui grandit et on a l'impression qu'on est enfermé dans cette spirale-là. Lorsque vous prenez goût, c'est presque impossible de vous retirer de ça. De partir. Et surtout, j'insiste sur le côté de donner son opinion sur les réseaux sociaux. Oui. Actuellement, je ne sais pas, vous avez vu les actualités de ces 3 derniers jours où ça faisait vraiment du buzz sur une histoire, je ne sais pas si j'ai la possibilité de parler de l'histoire, ou sur une histoire et beaucoup de personnes se sont levées. Non, mais on sait que l'histoire qui fait le buzz actuellement, c'est la tension qu'il y a entre... allez, est-ce que je vais parler de tension, mais quelques petites quêtes de tout qui grillent, enfin, allez, on va dire quoi, qui mettent à mal un peu la machine entre les pays frères du Bénin et du Gabon. Ça se chamaille un peu. Je pense que ça se chatouille un peu aussi sur les réseaux sociaux. Mais il y en a certains qui tentent à faire de cette histoire, somme toute banale, une véritable affaire diplomatique, une véritable affaire d'État. Ça va dans tous les sens. Il y a des panels qui s'organisent au quotidien sur TikTok, des lives sur TikTok pour parler du sujet, pour décortiquer, pour envoyer des invectives. Non, on n'a pas besoin de ça. On est des peuples frères. Et je pense qu'à un moment donné, il faut que le message puisse passer. Le Bénin et le Gabon sont 2 pays frères, sont 2 pays alliés, sont 2 pays qui entretiennent d'excellentes relations. Ils n'ont aucun problème. Et je pense qu'il faut maintenant remettre la balle à terre pour que les 2 pays puissent retrouver, on va dire, la chaleur, l'amitié qui les caractérise depuis fort longtemps. Il y a une forte communauté béninoise au Gabon. Il y a une forte communauté gabonaise également au Bénin. C'est vice-versa. C'est donc, je vais dire, c'est l'Afrique que nous prenons, c'est une Afrique des idées, c'est une Afrique du développement, pas une Afrique des invectives, une Afrique de la xénophobie. On dit non à cette Afrique. Voilà mon message que j'avais à passer ce matin. Surtout pour compléter, il faut laisser en fait les institutions qualifiées faire le travail. Il faut laisser les institutions qualifiées faire le travail. Sur les réseaux, il y a maintenant des détectives, il y a maintenant des experts, il y a maintenant beaucoup de choses. Laissez les institutions qualifiées faire le travail. La liberté d'expression, elle est bonne, mais quand même, il y a des codes qui sanctionnent la liberté d'expression quand elle n'est pas réglementée. Donc, évitez de créer des tensions. C'est à cause de différentes opinions, de différents trucs là qui fait du bruit, qu'on se sent tout le temps attaqué. Donc, laissez les institutions qualifiées faire le travail. Vous n'êtes pas dans le ministère des Affaires étrangères, vous n'êtes pas dans le ministère de la Justice, vous êtes juste des citoyens. Faites votre travail de citoyen. Vous devez faire votre travail de citoyen. Merci beaucoup, Marvin. Je pense que c'est un message très important pour tout le monde. Ça va permettre d'adoucir un peu les mœurs et de discipliner les émotions. On finit, on termine la boucle. Vous restez avec moi, messieurs, dames, pour recevoir Marcel Arrossi. Avec lui, on fait le tour d'horizon des journaux parus et parvenus à notre rédaction ce vendredi. Marcel Arrossi, bonjour. Bonjour Ayman, bonjour à tous. Que devient l'audit du fichier électoral? La Nouvelle Tribune s'arrête aujourd'hui sur la grande question que devient l'audit du fichier électoral. Vous l'avez bien indiqué aussi, le journal Sonde interroge, remue ce dossier central. Le fichier électoral, ce cœur battant de la démocratie, a été passé au crible d'un audit exigé par l'opposition et accepté par Patrice Talon. Geste d'ouverture institutionnelle, disent certains. Un comité présidé par Jean-Baptiste Elias, des experts choisis par l'opposition, financés par l'État, tout semblait balisé pour rassurer. En août dernier, premier verdict, un fichier jugé crédible, dynamique, mais pas encore nickel. Les auditeurs recommandaient, selon la Nouvelle Tribune, d'agir vite, d'ajuster la loi, de renforcer la neutralité technique de l'ANIP. Toutefois, et c'est ici que l'information prend un souffle nouveau, depuis le 13 septembre 2025, les listes électorales sont bel et bien
devient accessible dans tous les centres de vote du pays. Chaque citoyen est invité à vérifier son inscription, son bureau de vote, à réclamer, corriger et transférer s'il le faut. Une consultation publique qui dure jusqu'au 28 septembre, soutenue par des plateformes numériques, des applications mobiles et un centre d'appel multilingue gratuit. Plus encore, 2 agents de l'ANIP déployés dans chacun des 546 arrondissements épaulent les populations sous l'œil attentif des chefs d'arrondissement et leurs secrétaires. Et puis un civisme contre-développement, la presse parle d'une guerre de l'énergie. Le potentiel tire la sonnette d'alarme et dénonce l'État saigne 600 millions de francs CFA partis en fumée en 4 ans. Le quotidien déroule un tableau inquiétant, poteaux électriques abattus, transformateurs saccagés, câbles arrachés, plus de 500 vols recensés, un pic dans le zoo, comme si l'obscurité était devenue commerce. Le vandalisme des installations de la SBE ne se contente pas de ruiner les finances publiques. Il plonge des hôpitaux dans le noir, paralyse des ateliers, asphyxie des PME, fragilise la sécurité des quartiers. Et Bénin Intelligent enfonce le clou. Il ne s'agit pas d'un simple dégât matériel, mais d'une plaie ouverte dans la chair de l'économie nationale. 600 millions engloutis pour remplacer les équipements détruits, sans compter le manque à gagner pour les soudeurs, les poissonneries, les scieries et bien d'autres. Le journal alerte, l'obscurité forcée devient complice de la délinquance. Les câbles volés se transforment en pièges mortels d'électrocution. Face à ce fléau, la SBE lance un appel solennel à la vigilance, à la dénonciation, à la solidarité citoyenne, car, écrit le journal, l'électricité n'est pas seulement un bien technique, c'est un droit collectif, un moteur de croissance. Mais pendant que certains détruisent, d'autres construisent. La nation ouvre une fenêtre d'espérance et annonce, grâce à un financement du Fonds saoudien de développement, 30 milliards de francs CFA vont électrifier le septentrion de Natitengu à Banikwara, de Kandi à Kouandé. Ce n'est pas qu'un projet de réseau, insiste le quotidien de service public, c'est un projet d'égalité, un pont lumineux contre les disparités régionales, un acte social inscrit dans le mandat du chef de l'État. Une question brûle quand même, comment protéger ce bien commun qu'est l'électricité, sans lequel ni développement, ni dignité ne peuvent s'allumer. Et puis en mode sport, pour boucler la boucle, le championnat national de football, toujours le suspense. Le champion s'interroge, le quotidien Celtis Ligue 1 Pro entre incertitude et réunion décisive chez Dato, le ministre des Sports. À la veille du coup d'envoi prévu samedi, le championnat reste suspendu. Règlement publié, calendrier affiché, mais silence pesant, club dans l'attente, supporters impatient. Tout se joue ce vendredi chez le ministre des Sports, Benoît Dato, où fédération, commission d'éthique et club tenteront de lever le doute. Le journal prévient, un report nourrirait frustration et lassitude. Merci beaucoup à vous, Marcel, d'être évidemment de faire le point de l'actualité chaque jour sur Bonjour le Bénin. C'est un grand plaisir pour moi de le faire. Merci à vous également, Marvin. Merci, on se retrouve très prochainement. Oui. Pat, merci. Oui, bon week-end à tous. Merci, bon week-end à tous. Et voilà, qui vient mettre un terme à la matinale Bonjour le Bénin de ce vendredi. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques, à toutes ces petites mains et ces grosses cervelles qui travaillent derrière pour que vous puissiez nous recevoir chez vous. Je me permets de dire merci à Jacob Tocho-Edo, Arnaud Tossé, Claire Dacruz, Stanislas Meveyi, Tonakba, Naomi Dosuro, Noël Wedoku, Mohamed Bior, tout ceci avec la coordination éditoriale et technique de 2 intrépides Amazon à la régie, Christelle Sabouran, Karamat Agbatao. Retrouvez Bonjour le Bénin dès lundi prochain. À cette place, ce sera Alain Sochoumen. Quant à moi, on se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous très bien au revoir. Paix et joie dans le monde. Salut.